Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre participation à ce nouveau webinaire organisé par la FIS et merci particulièrement à Françoise Salvadori qui est notre conférencière ce soir. Le sujet des mouvances anti-vax étant très vaste, nous avions prévu avec elle de l'aborder en deux conférences. Donc la première a eu lieu le 18 mars. Il portait sur l'histoire des résistances à la vaccination. Et ce soir, nous allons plutôt nous focaliser sur la situation contemporaine. Anticynisme contemporain, quoi de neuf? Voilà le thème de notre webinaire de ce soir. François Badouri, on a déjà fait sa connaissance donc il y a presque un mois, mais pour certains d'entre vous qui rejoignent ce webinaire sans avoir participé au précédent, Françoise est docteure en pharmacie et docteur S sciences. Elle est maître de conférences en immunologie à l'Université de Bourgogne et ses activités de recherche ont initialement porté sur le VIH, puis sur diverses thématiques liées à l'immunologie, dont notamment l'immunité antitumorale. Et depuis une dizaine d'années, Françoise s'est orientée plus sur des aspects sociétaux de sa discipline et cela à travers l'analyse des résistances passées, comme on a pu le voir la dernière fois avec elle, et présentes, comme on va le voir aujourd'hui. Je rappelle également que Françoise a publié avec Laurent-Henri Vigneault, donc, qui est historien des sciences, un ouvrage dont le titre est Anti-Vax, la résistance au vaccin du XVIIIe siècle à nos jours, donc chez Vendemiaire, donc ouvrage très enrichissant et très intéressant qu'on ne peut que vous conseiller de lire. Notre soirée, donc anti-vaccinisme contemporain, quoi de neuf? Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce soir fait suite à une première conférence du 18 mars, donc au cours de laquelle on a voyagé à travers le temps et la longue histoire des résistances à la vaccination. Ce soir, donc, on va parler de aujourd'hui. Et aujourd'hui, en quoi les arguments historiques ont varié dans leur nature, dans leur forme, dans leur mode d'expression et aussi dans leur importance relative. Donc, on va notamment dérouler différents types d'arguments avec Françoise. C'est Françoise qui va les dérouler d'ailleurs plutôt. Donc, des arguments religieux, des arguments qui sont plutôt en lien avec la nature, la multiplication de vérités alternatives, des peurs nouvelles aussi vis-à-vis de vaccins plus technologiques et puis la perception du vaccin comme un médicament politique, donc sujet politique en soi. Bonsoir à tous, merci d'être là pour une deuxième conférence. La première ne vous a pas trop rebuté, donc j'espère que celle-ci vous intéressera de la même façon, en tout cas pour ceux qui étaient là la première fois. Donc la première conférence nous a permis de voir que se sont dessinés au fur et à mesure du temps différents arguments avec la naissance de la vaccination, la naissance de l'idée, la naissance ensuite de la science, de l'empirisme à la scientifisation du phénomène. Tout cela s'est émaillé de craintes tout au long de l'histoire que nous allons finalement revoir et qui sont illustrées ici par des images trouvées un peu au hasard, presque sur Internet, et qui montrent que finalement les arguments qui se dessinaient au cours de l'histoire se pérennisent, puisqu'on va trouver la nature, on va trouver très important la notion de liberté individuelle et donc l'aspect politique de cette vaccination, mais aussi des arguments très forts actuellement qui tendent au complot, puisque un ouvrage qui a fait un énorme succès de librairie et que vous trouvez, je dirais, malheureusement dans la plupart des bibliothèques municipales, s'appelle Vaccin, un génocide planétaire. Voilà, donc les mots sont quand même très forts. Ce bébé là qui est représenté, présenté comme tué par un vaccin, bon voilà, on n'est pas dans la dentelle. Et puis, bon, les arguments Big Pharma, Big Business sont là, sont récents, même s'ils n'ont pas été absolument majoritaires dans le cas du Covid. Donc, dans cet exposé, je ne me bornerai pas au Covid, puisque la situation contemporaine vis-à-vis de la vaccination ne recouvre pas le Covid seulement, mais bien sûr plein d'autres vaccinations dont nous allons parler.
Donc juste, je voudrais partager avec vous cette photographie personnelle pour un petit peu introduire, qui montre que, donc une photo que j'ai prise en forêt noire décembre 2022, où je suis tombée absolument par hasard sur une librairie spécialisée qui montrait des ouvrages absolument tous anti-vaccins. La librairie s'intitulait Bienvenue ici aux non masqués, non vaccinés, non testés. Et en fait, si on regarde un petit peu les titres qui sont en vitrine, en fait, on va retrouver les termes de dictature, de pouvoir, de vérité, de fracture sociale, de liberté et de peur. Et en fait, on va retrouver aussi des grands personnages, parmi lesquels on va trouver Bill Gates, on va trouver les médecins ténors de la pandémie, qui étaient Fauci aux États-Unis, et puis, enfin, Fauci aux États-Unis, et puis Dorster, je crois, il s'appelait en Allemagne, qui sont les ennemis à abattre, puisque c'était les tenants de la médecine officielle montrés sur cette diapo. Voilà. Donc en France, qu'en est-il de la France? Je ne me bornerai pas à parler de la France, mais je vais quand même beaucoup parler de la France, pour dire que un certain nombre d'études récentes, sérieuses, d'enquêtes, ont montré que la France était très mal placée et en particulier avait une opinion, enfin exprimait des opinions fréquentes du type je pense que les vaccins ne sont pas sûrs. En tout cas, je ne pense pas que les vaccins sont sûrs. Et cette réponse des Français à ces études s'est retrouvée dans l'étude de Larson de 2016, où on voit la petite carte du monde et la France en rouge foncé. Donc la France est en rouge foncé parce que à 41%, les Français se sont donc exprimés, ce sont les champions du monde, à penser à ce moment-là que les vaccins n'étaient pas sûrs. Alors qu'il n'y a pas eu de scandale vaccinal dans ces moments-là en France. Donc c'était très très étonnant. Et donc, on aurait pu dire que ça venait de cette étude-là et qu'il fallait la refaire. Donc, d'autres l'ont refaite 2 ans après. Et on a retrouvé, alors on n'est plus tout seul en tête, entre guillemets, mais l'Institut Gallup aux États-Unis, enfin non, anglais, en Angleterre, avait commandité une étude qui a dit à peu près la même chose. 33% des Français pensaient que les vaccins n'étaient pas sûrs. Donc voilà, donc ce sont des sondages, un peu plus que des sondages, des études quand même, parce que c'est sous l'égide de la haute, de l'école d'hygiène et de médecine tropicale de Londres, qui est très très cotée dans le monde, et en particulier sous l'égide de Heidi Larson, qui est vraiment une spécialiste de la vaccination. Alors bon, des sondages, vous me direz, ce ne sont pas des faits. Donc qu'est-ce qu'il en est au point de vue des faits en France? Eh bien, la couverture vaccinale pour l'hépatite B et la rougeole s'est avérée dans les années 2010-2015 trop faible, tellement faible qu'on a eu affaire à des épidémies de rougeole qui n'auraient pas eu lieu d'être, mais qui sont revenues et qui a poussé le gouvernement de l'époque à étendre l'obligation vaccinale pour la vaccination des enfants à 11 vaccins en 2018. Donc en fait, on a une réponse un peu particulière de la France, puisque très très peu de pays ont une obligation vaccinale au moins aussi étendue. Et puis, c'est peut-être à mettre en parallèle avec cette espèce de positionnement de la France un peu paradoxal vis-à-vis de la vaccination. On a aussi un taux faible de vaccination HPV, donc papillomavirus. Contre le papillomavirus, on a été longtemps vraiment les derniers élèves de la classe en Europe. C'est en train d'aller mieux parce qu'il y a quand même eu un fort volontarisme gouvernemental qui s'est exprimé et une vaccination scolaire qui semble faire monter quand même beaucoup la couverture vaccinale, puisqu'en 2023, on arrive à 55% pour les filles avec 7 points de plus et 26% pour les garçons avec 13 points gagnés en une année. Donc on est dans une dynamique de croissance, mais avec encore un retard par rapport à des pays qui sont quasiment à 80 ou 90% de couverture. Tout près de nous, l'Angleterre, les pays du nord de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, voilà. Et puis un autre indice qui n'est pas non plus forcément qui montre qu'en France, il y a quand même un vrai problème vis-à-vis de ça, c'est la vaccination des soignants contre la grippe. La vaccination aussi des personnes fragiles, mais contre la grippe, mais la vaccination des soignants inférieure à 25% en moyenne, qui est vraiment très très faible. Alors il n'y a pas d'obligation pour ça, mais dans cette catégorie de personnel de santé, les médecins sont quand même plus vaccinés que les sages-femmes, qui elles-mêmes sont plus vaccinées que les infirmières, qui elles-mêmes sont plus vaccinées que les aides-soignants. Donc il y a une sorte de défiance peut-être ou de positionnement compliqué dans la hiérarchie médicale qui fait que finalement, globalement, les soignants ne sont pas suffisamment vaccinés. Et plusieurs études ont montré que c'était en lien avec parfois des épidémies de grippe. Donc en fait, les personnes âgées qui peuvent attraper la grippe dans leur EHPAD ou dans leur service hospitalier pour cette raison-là. Pourtant, la vaccination est efficace, donc on n'a peut-être pas suffisamment l'occasion de le redire, donc je le redis ici en prenant l'exemple de la rougeole.
l'évolution des cas de rougeole déclarés au Canada par année entre 1924 et 2023. Donc on voit très bien que à la fois l'incidence et le nombre de cas a diminué de façon très très significative à partir de l'introduction du vaccin de la rougeole au début des années 60, que cette diminution du nombre de cas a continué de diminuer, enfin a continué de s'accroître, cette diminution a continué d'être, enfin a été de plus en plus nette au fur et à mesure du temps, surtout quand on a introduit la vaccination de routine rougeole, oréole, rubéon dans les rougeole, oreillon, rubéole, pardon, dans les années 96-97. Et en fait, actuellement, le nombre de cas déclarés de rougeole au Canada est quasiment nul, avec deux, trois petites épidémies dont on pourra reparler bientôt. Une autre étude récente, celle-ci est bien précise, nous montre l'efficacité prouvée du vaccin contre le papillomavirus contre les cancers du col de l'utérus. CCU veut dire cancer du col de l'utérus. Et donc c'est une étude qui est parue en 2020. Il a fallu attendre quand même un certain temps parce que le phénomène de cancérisation des lésions primaires avec le papillomavirus demande des années. Et donc la vaccination ne peut pas montrer son efficacité avant longtemps. Et en fait, c'est cette étude très très nette qui montre que entre les personnes non vaccinées, représentées en orange, les personnes vaccinées entre 17 et 30 ans et en bleu, et les personnes vaccinées enfin, avant 17 ans, eh bien, on remarque que pour les personnes vaccinées, pour les filles vaccinées avant 17 ans, on a 88% de réduction du risque de cancer invasif du col de l'utérus. Donc des chiffres absolument pertinents et qui vraiment en 2020 ont prouvé de façon définitive l'efficacité de ce vaccin. Auparavant, on avait un bon espoir que ce soit le cas, puisque ce vaccin avait montré son efficacité contre les lésions précancéreuses et les verrues, tout simplement, mais on n'avait pas la preuve que ça invitait des cancers. Et maintenant, on l'a. Et d'autres études, d'ailleurs, sont en train d'être menées dans d'autres pays que la Suède et montrent la même chose, à tel point que l'Australie, qui vaccine les garçons et les filles depuis très longtemps, n'a presque plus de cas du cancer de col de l'utérus depuis 2 ans. Donc, en fait, dans cet exposé, on va parler un peu d'hésitation vaccinale. L'hésitation vaccinale, vaccine hesitancy en anglais, c'est un terme que l'OMS a en fait créé, un peu de toutes pièces, en 2000, plus exactement quelle année, en 2019. Cette notion a été lancée par l'OMS qu'il a en fait classée dans les 10 menaces les pires du monde au point de vue sanitaire. Donc en fait, elle met sur le même plan l'hésitation vaccinale que par exemple l'infection au VIH ou l'infection à la dengue ou la résistance aux antibiotiques. Donc ça prouve quand même que au niveau mondial, il y a une réelle problématique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'OMS a reconnu à ce moment-là qu'on ne pouvait pas s'attaquer à ce problème juste par des arguments médicaux, scientifiques ou épidémiologiques, et qu'il fallait faire appel à d'autres disciplines. Et c'est aussi l'intérêt de ce sujet, c'est qu'en fait, il va englober à la fois des études historiques, mais ça, on en a parlé précédemment, mais sur l'aspect contemporain, l'anthropologie, avec toutes les conceptions sur l'intime, le global, le rapport au corps, le rapport à la maladie, le rapport à la santé, la liberté individuelle, mais aussi des études de psychologie sociale, de géographie. Une géographe en France est illustrée pour étudier le cas de la rougeole, et de sociologie. Donc évidemment, je ne prétends pas être spécialiste de toutes ces disciplines, mais je vais vous montrer des exemples qui prouvent que aller plus loin enfin, on peut creuser chaque argument au prisme de ces différentes disciplines de sciences humaines finalement. Alors, bien sûr, tous les arguments se mêlent. On va le voir au fur et à mesure du temps. Aucun argument n'est réellement pur, mais pour des questions d'exposé plus claires et de façon peut-être un petit peu arbitraire, je vais les différencier les uns des autres, et en commençant par l'argument qui en fait est historiquement le plus ancien, qui est l'argument religieux. Donc c'est un argument qui est devenu très rare, mais il est tellement radical qu'on ne peut pas ne pas en parler. Donc on va avoir un côté vraiment théologique que j'appellerais peut-être la providence. On va voir que ces arguments théologiques glissent vers la morale et que parfois aussi c'est un prétexte. Alors d'emblée, il faut rappeler que les grandes religions monothéistes contemporaines sont toutes de façon totalement claire pro-vaccin. Et en particulier pendant la crise du Covid, elles se sont toutes exprimées
pour dire qu'il fallait se vacciner. Donc des motifs et des occasions diverses. Par exemple, ici, on voit au Royaume-Uni des imams musulmans qui ont vraiment rappelé que se vacciner durant le Ramadan n'était pas interdit, n'invalidait pas le jeûne. Le pape ici qui insiste beaucoup sur la responsabilité en termes de santé publique, c'est-à-dire que se vacciner protège les autres, et donc c'est un des arguments vraiment qu'il a utilisé en tant que catholique. La religion juive montre que la Torah enseigne que il faut se protéger. Nous ne sommes pas propriétaires finalement de notre corps, mais il nous faut le protéger. Donc tout moyen est bon pour le protéger, y compris la vaccination. Et puis, il y a aussi les arguments de contenu du vaccin qui ont été contrés en disant que, par exemple, en Indonésie, les communautés des imams ont dit que le vaccin chinois, Sinovac, était parfaitement halal et donc utilisable. Voilà, donc là, on a vraiment des positions très claires des religions par rapport à ça, pro-vaccin. En revanche, on va trouver dans toutes les religions des sectes, des mouvements sectaires très très forts et qui vont s'opposer à la vaccination. Et donc ces arguments, qui ne sont pas toujours purement théologiques, ils vont rejoindre aussi des effets communautés, puisque ce sont des communautés soudées qui échangent entre elles des rumeurs. C'est souvent aussi un petit peu le lieu de revendications individuelles qui sont autant des revendications de liberté religieuse que de liberté individuelle plus large. Aux États-Unis, par exemple, l'exemption aux obligations vaccinales est possible, aux obligations vaccinales scolaires est possible, mais il faut mettre en avant une exemption, enfin, il faut mettre en avant un interdit religieux ou un interdit philosophique. Et donc, finalement, ce refuge de la liberté religieuse ou philosophique peut être utilisé pour se dédouaner des vaccinations obligatoires. Il y a aussi des restes dans certaines régions du monde de mauvais souvenirs de vaccination coloniale, par exemple, et donc ça peut être, ou de vaccination trop contraignante dans des pays autoritaires, et donc ces arguments peuvent être des réactions à cela. En tout cas, en Inde, un exemple à montrer au moment où on a vraiment cherché à éliminer complètement, à éradiquer la variole, parmi les derniers cas ont eu lieu en Inde, et ce qui était souvent mis en avant, c'était des arguments religieux autour de la déesse Chitala. Il fallait pas froisser la déesse Chitala, qui est la déesse de la variole en Inde. Et en fait, si on regarde de près, en fait, ces arguments portant sur des oppositions a priori religieuses recouvrent en fait d'autres arguments plutôt de type post-coloniaux, donc par exemple résultat des inégalités nord-sud ou contraintes vaccinales anglaises de l'État colonial ou crainte de la stérilisation comme on le voit plus tard. Donc en fait quelque chose qui montre que l'argument est rarement pur et très très mêlé, donc d'autant plus difficile à étudier. Il y a quelques cas qui sont quand même très nets que je voudrais vous montrer très rapidement. C'est le cas des talibans au Pakistan. Donc là, suite à l'affaire Ben Laden, où en fait les Américains n'ont pas trouvé d'autre idée meilleure, à mon avis elle était très mauvaise, d'entrer dans le hameau où habitait la famille de Ben Laden, pour faire sous couvert d'une fausse campagne de vaccination des prélèvements d'ADN sur les seringues, ADN qui a été confronté à l'ADN de la sœur de Ben Laden qui habitait les États-Unis. Et en fait, ça a été leur façon, pour être sûr, leur façon comme ça de vérifier par l'ADN sur ces seringues que c'était bien la famille Ben Laden qu'on avait délogée. Et donc, en fait, évidemment, cette fausse campagne de vaccination a été ensuite transformée, c'est vécu comme une sorte de complot occidental et donc aussi de complot occidental pour stériliser les enfants musulmans. Et malheureusement, actuellement, et depuis 2011, depuis cette affaire Ben Laden, on a observé l'assassinat de dizaines de vaccinateurs parce que, voilà, ce sont des arguments parfois mis en avant, enfin religieux mis en avant, mais qui regroupent, comme je viens de le dire, plein d'autres choses, et en tout cas un argument anti-impérialisme, anti-américain, anti-occidental, voilà. Et malheureusement, c'est aussi la région du monde où nous avons les derniers cas de polio. Pas de vaccination, une couverture médicale vaccinale très très insuffisante, des vaccinateurs qu'on n'arrive plus à trouver parce qu'ils se font descendre, et donc c'est un vrai problème. Beaucoup plus près de chez nous, de façon beaucoup moins violente. Si on regarde dans ce qu'on appelle la Bible Belt hollandaise, c'est-à-dire la région des Pays-Bas où on va trouver des communautés calvinistes orthodoxes très très conservatrices, eh bien on voit qu'on a une exacte correspondance entre la carte des cas de rougeole, alors ça c'est 2014, en rouge les cas de rougeole, en bleu clair, les régions sont en bleu foncé,
c'est-à-dire les régions qui sont très peu vaccinées. Les régions sont d'autant moins vaccinées que les régions apparaissent en foncé. Et puis sur la dernière carte, la localisation des écoles calvinistes orthodoxes. Et donc on a une superposition absolue qui montre bien que quand on relâche la couverture vaccinale pour la rougeole, eh bien on a de la rougeole. Alors pour cette Bible Belt des Pays-Bas, elle a quand même tourné un peu sa veste, ce qui je puis dire, et s'est tournée vers le vaccin pour le Covid. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit exactement les arguments qu'on avait observés au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les hésitations, l'espèce d'ambivalence entre des chrétiens qui disent que finalement la vaccination interfère avec la volonté divine et qu'il faut pas s'en il faut justement l'éviter. Mais d'autres qui disent que finalement Dieu nous a donné aussi une intelligence, Dieu peut nous aider d'une certaine façon, Dieu nous a donné cette ressource par notre intelligence de lutter contre des maladies et que finalement c'est quelque chose qu'on peut bénir et c'est quelque chose qu'il faut respecter puisque là aussi la vie est don de Dieu. Et donc toute cette ambivalence, eh bien, on la retrouve du XVIIIe siècle à 2022 aux Pays-Bas. On va retrouver aussi des oppositions assez violentes dans des communautés juives intégristes de Brooklyn en 2019. État d'ailleurs catastrophique d'une certaine façon, tellement de cas de rougeole que le maire de l'époque, qui s'appelle Bill de Blasio, le maire de Brooklyn, le maire de New York, avait interdit les exemptions pour motifs religieux et pour permettre que la couverture vaccinale redevienne à un niveau correct. Voilà. Et en France, eh bien, nous n'avons pas été à l'abri de ce type, de ces positions religieuses extrêmes, qu'on a pu voir avec la Fraternité Saint-Pédis, qui a un certain nombre d'études d'écoles en France, en catholique, congrégation religieuse intégriste. Et en fait, si on regarde bien, ça c'est Lucie Guimier, qui est une géographe qui l'a étudié avec la Miviludes, et bien en fait, ces écoles ont été la source de ce qu'on appelle les cas zéro, les patients zéro d'épidémie de rougeole en 2008. Voilà. Et alors, c'est pas une religion, mais ça s'approche. L'anthroposophie de Steiner a fait exactement le même mal, entre guillemets, c'est-à-dire que les patients zéro de l'épidémie de rougeole de 2015, eh bien, on les a trouvés dans des écoles Waldorf, Steiner, Waldorf, anthroposophique de Colmar en France. Bon, les associations Civitas, donc catholique intégriste française, qui s'est petit à petit transformée en mouvement politique d'extrême droite, qui d'ailleurs a été dissous récemment, s'est illustrée pendant la campagne Covid. Alors là, avec un mélange de complotisme, de fausses sciences, elle avait donné la parole à Alexandra Orion-Côte, qui était une des scientifiques les plus anti-vaccins de l'époque, et donc avec un positionnement quand même absolument extrême qui a noté. Alors, évidemment, tout ça est très extrême et très minoritaire, mais quand ça fait le lit d'épidémie parce que par ailleurs on n'a pas une couverture vaccinale optimale, ça permet de faire se répandre des maladies qui ne devraient plus. Je pense que c'est plus intéressant finalement enfin, en nombre, on aura davantage d'arguments moraux. L'argument purement théologique glisse petit à petit vers des arguments moraux, avec tout ce qui est refus d'intrusion, quel qu'il soit, intrusion pas dans le corps, parce que la piqûre est quand même une intrusion dans le corps, intrusion dans la cellule familiale quand finalement on veut se mêler, de remplacer l'autorité du père de famille ou des parents, en tout cas, vis-à-vis en termes de santé, de la liberté que chacun peut avoir, pense devoir avoir vis-à-vis de sa propre santé. Donc ça, on va l'observer dans deux cas importants. Le cas des vaccins contre les infections sexuellement transmissibles, où il arrive que, et ça c'est souvent vu, que les vaccins contre l'hépatite B, qui est une maladie sexuellement transmissible, ou le papillomavirus également, soient considérés comme des autorisations de licence ou des incitations à la débauche. Et donc, c'est une façon de communiquer qui, évidemment, n'est pas tellement pro-vaccin. Et puis, mais ça, je vais vous le montrer sur la diapo suivante, il y a eu l'idée que, finalement, si on regarde de près ces vaccins, ils contiendraient des cellules fétales humaines. Et donc, ces cellules fétales humaines, évidemment, c'est totalement impossible pour un chrétien, parce que ça fait référence justement au fœtus, qu'éventuellement on aurait tué pour cette raison-là, ce qui n'est pas du tout le cas. Alors là aussi, le Vatican a été obligé d'argumenter contre ces réformes, contre ces rumeurs, en argumentant sur ce qu'ils appellent le moindre mal, c'est-à-dire que certes, il y avait bien eu un avortement au départ, mais que par rapport au nombre de vies qu'on va soigner on va sauver par cette vaccination, on argumente sur le moindre mal.
Alors, l'argument moral, entre guillemets, je l'ai retrouvé il y a très peu de temps en France dans une revue qui s'appelle, une revue en ligne qui s'appelle Aletheia, qui est une revue catholique, pas intégriste, hein, qui en fait s'est positionnée par rapport justement à la vaccination scolaire contre papillomavirus. Donc il y a un argumentaire qui fait plusieurs pages bien sûr, dont je vous fais grâce, mais en tout cas qui résume d'abord que la maladie n'est pas grave, deuxièmement que le vaccin n'est pas très sûr, et que finalement on peut l'éviter autrement. Et comment on l'évite autrement? Eh bien par la pratique des vertus chrétiennes ou en enseignant justement en tant que parent chrétien à ses enfants autre chose que la fidélité finalement est le meilleur des vaccins. Voilà. Donc on ne peut pas critiquer cela, mais enfin chacun fera son opinion. Ce que je critique, c'est quand même de faire une sorte de d'amalgame, de commencer par dire que la maladie n'est pas si grave, ce qui est faux, que le vaccin n'est pas sûr, ce qui est faux aussi, pour finalement développer des arguments que là je ne peux pas contester et que chacun peut en effet choisir. Ce qui est plus contestable et extrême de nouveau, c'est justement cette idée que dans les vaccins, il y aurait des cellules d'embryons d'humains avortés. Et donc là, on a l'impression que le diable se cache dans les détails de fabrication des vaccins. Et ça a été une rumeur assez souvent partagée par des tas de gens qui ont en commun d'être soit complotistes, soit un peu bizarres, comme cette Farida Belgoul qui est passée de la religion musulmane à une laïcité proclamée. Non, elle est partie du Parti communiste où elle était laïque et elle est devenue de plus en plus religieuse musulmane. Bon, c'est un personnage très très bizarre qui s'est illustré à propos de l'enseignement d'éducation sexuelle à l'école, contre la théorie du genre, pour la manif pour tous, enfin bon voilà, tout un ensemble d'opinions. Et elle a beaucoup, beaucoup communiqué sur Internet avec des mots très, 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 très durs, quoi, en disant qu'il y avait dans les vaccins des cellules d'embryons d'humains avortés. Donc totalement faux, hein, évidemment, totalement faux. Et Serge Rader, qui est un pharmacien conseiller de Nicolas Dupont-Aignan en termes de vaccination, Serge Rader est décédé du Covid récemment, mais enfin, il aurait dû être le conseiller santé de Nicolas Dupont-Aignan. Lui met en avant la présence en grande quantité d'ADN fœtal dans le vaccin rougeole. Voilà, qui pourrait entraîner des mutations génétiques. Enfin, bon, voilà. Donc on part d'arguments moraux, d'arguments totalement fallacieux, parce qu'il n'y a aucune cellule d'embryon humain dans les vaccins. Il y a juste qu'on utilise forcément des cellules humaines, qui sont des cellules embryonnaires de fœtus avortés il y a des dizaines d'années et conservés dans les congélateurs, pour pouvoir justement cultiver les virus, puisqu'on ne peut pas cultiver des virus ailleurs que sur des cellules humaines. Voilà. Alors, sur ce chapitre de la religion qui petit à petit coule vers la morale, on va trouver aussi des soupçons de stérilisation chez certains catholiques. Et ça, ce sont des récurrences, des craintes qui sont récurrentes, des vaccins qui stérilisent, qui sont colportés, ces rumeurs, par des mouvements pro-vie, pro-vida, Human Life International, des mouvements anti-avortement. Donc tout un amalgame finalement de confusion aussi qui ont eu lieu entre, je ne peux pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il y a eu un vaccin antitétanique qui a été confondu avec un vaccin contraceptif. Ce vaccin contraceptif, évidemment, n'allait pas du tout, ne convenait pas à des médecins belges. Ils ont largement diffusé en Afrique une fausse information comme quoi le vaccin antitétanique était en fait un vaccin contraceptif et donc allait stériliser tout le monde. Donc ça a alimenté une méfiance durable en Afrique dans un contexte post-colonial qu'on a déjà vu précédemment, avec peut-être un lien entre les pratiques contre nature pour un catholique intégriste en tout cas, qui serait le contrôle des naissances d'un côté et le contrôle des infections de l'autre. Et donc, ce qui est le plus grave, c'est que finalement, ces rumeurs sont très partagées, très, très, très partagées. Elles restent tenaces. Elles ont été relayées par la revue Nexus, qui est une revue française complotiste de la page 1 à la page 200, qui s'appelle Nexus, que je vous conseille de regarder, ne serait-ce que par curiosité, qui a relayé cette rumeur absolument erronée, exercice de stérilisation de masse, qui aurait donc trouvé un agent anti-fertilité dans le vaccin contre le tétanos. Donc ça, c'est assez grave quand même. Et donc, notre ami Louis Fouché, qui était le monsieur, un des premiers, disons, un des plus connus, un des plus enfin, vraiment très, très, très actifs dans les mouvements de réinformation Covid, donc marseillais, médecin réanimateur,
assez proche de Raoult pendant un moment, par ailleurs très connu pour ses positions activistes anti-avortement, anti-PMA. Ce monsieur a ravivé ce vieux mythe de la stérilisation par les vaccins en inventant un faux scénario scientifique en disant que les anticorps contre la spicule du SARS-CoV-2 allaient s'attaquer au placenta des femmes. Enfin, en tant que scientifique, il n'aurait jamais dû dire ça, puisque si c'était le cas, les femmes qui ont eu le Covid seraient également stériles. Et donc, ça n'a aucun sens scientifique. Mais bon, il a surfé sur la vague de ces rumeurs qui n'étaient pas complètement des rumeurs parce qu'elles étaient un peu fondées quand même. C'est qu'en fait, le vaccin Covid a aussi un effet sur le cycle féminin et donc a occasionné un certain nombre de retards de règles, fait penser à des femmes que peut-être elles allaient être stériles. Et donc, ça fait un amalgame fertilité, stérilité, qui finalement, dans certains pays où on a déjà ces rumeurs en fond sous-jacent, a eu beaucoup, malheureusement, de succès. Alors, la religion, on l'a vu, c'est minoritaire, mais c'est pas si minoritaire que ça si on y ajoute la morale et la stérilité. Mais souvent, finalement, la déesse actuelle, la nouvelle religion, c'est la nature. Et on va voir que les arguments de type nature sacralisent la nature et sont finalement pas si éloignés dans leur modalité. Donc ça repose en fait, ça c'est l'idée que la nature fait bien les choses, que c'est toujours mieux que tout le reste, et ça repose quand même sur une vision très très optimiste de la nature, parce que ces courbes qu'on n'a pas le temps d'analyser en détail, mais nous montrent juste que si on compare le Royaume-Uni en 2000 et tous les autres pays, Liverpool au 19e siècle, Breslau au 17e, on a finalement des des courbes de mortalité qui ne changent réellement qu'à partir des années 2000 dans les pays développés. Et en fait, ces changements, elles sont liés à l'essor de trois choses, l'eau potable, les antibiotiques et les vaccins. Selon les maladies, c'est soit l'un, soit l'autre, soit les trois qui sont nécessaires. Mais donc, on a l'impression que, enfin, ça nous dit que la nature, d'une part, ne nous protège pas, puisque tant qu'on n'avait que la nature, eh bien, on avait une espérance de vie de 35 ans, voire 25 ans. Et à partir du moment où on a un petit peu triché avec la nature, en particulier avec les vaccins, mais ça s'est bien arrangé. La nature, donc, n'est pas si bien faite. Donc ça, on va retrouver des arguments qui valorisent de façon un peu trop le naturel, avec une vision idéalisée, mystique de la nature. Un exemple, c'est que le professeur Henri Joyeux, par exemple, qui est un cancérologue anti-vaccin assez notoire, qui a prétendu très très longtemps que le lait maternel était le meilleur des vaccins. Alors, c'était sans doute une façon de parler. Il ne peut être pas question de dire que l'allaitement maternel n'est pas utile, mais l'allaitement maternel ne peut en aucune façon remplacer les vaccins. La maman ne donne que ce qu'elle peut, et puis la maman ne donne de toute façon par le lait que certains anticorps d'un type très particulier qui peut par exemple pas du tout protéger contre le tétanos. Alors on va trouver aussi ces arguments dans les médecines d'aspiration vitaliste qui ont beaucoup le vent en poupe actuellement, hein, qui vont toutes reposer sur l'idée qu'il y aurait en nous une capacité d'auto-guérison qu'il faut préserver par régime ou par la moralité, parce que le docteur Carton au début du XXe siècle disait la même chose, ou alors qu'il va falloir rétablir cette capacité d'auto-guérison par des médecines fondées sur l'équilibre des énergies et des humeurs, et donc qui là aussi, ont beaucoup de succès actuellement. Ces médecines, elles reposent aussi sur une approche globale de l'individu, et elles vont toutes nous dire que le terrain l'emporte sur les microbes, et que finalement, si on a un bon terrain, on n'a pas besoin d'être vacciné. Alors, qu'est-ce que c'est que le terrain? C'est la question. Ces médecines, et puis dans l'esprit de beaucoup de gens actuellement aussi, on va trouver l'idée que l'immunité naturelle est toujours supérieure et toujours meilleure que l'immunité conférée par le vaccin. Et d'où l'idée, illustrée par le petit dessin animé là, des Simpsons, qui met en avant une pox party. Alors, une pox party, c'est un anniversaire varicelle, où en fait on va convier des enfants autour d'un enfant qui a la varicelle pour que finalement les autres enfants aient la varicelle parce qu'on va préférer que l'enfant se contamine de la varicelle plutôt que de le vacciner contre la varicelle. Donc ça, c'est des choses qui sont très très répandues aux États-Unis en particulier. Bon, il y a un cas quand même où un vaccin peut faire mieux que la nature, c'est le cas du vaccin antitétanique, parce que le tétanos ne va pas vous protéger, mais en revanche, le vaccin tétanique, lui, oui, il va vous immuniser à vie. Donc il ne faut pas penser que l'immunité naturelle qui serait conférée par le microbe est meilleure que le vaccin.
Il faut quand même se rappeler que l'immunité naturelle, l'immunité sera la même, et puis de toute façon, l'immunité que nous montons, que nous mettons en place contre un microbe, c'est exactement la même. En tout cas, on cherche à ce qu'elle soit la plus proche possible que celle qu'on va devoir mettre en place contre la maladie. C'est même le fondement même de la vaccination. Alors donc, un certain nombre de gens ont mis en avant ce type d'argument avec une sorte d'idée de l'ordre naturel transcendant, harmonieux de tous les êtres. On ne sait pas trop d'ailleurs si les virus, les bactéries sont dans cette nature ou pas. En tout cas, ça fait référence aussi à ce que les États-Unis ont beaucoup pratiqué, c'est-à-dire les mouvements Green Our Vaccine, verdissons nos vaccins, dans lesquels s'est illustré Robert Kennedy Jr., donc l'actuel ministre de la Santé, qui a commencé ses armes dans les années 2000 avec justement ces campagnes de verdissage, de verdir les vaccins. Alors, de façon un peu extrême, si on pense que la nature est bonne, de temps en temps, elle nous donne même de bonnes maladies. Et on avait trouvé cette idée déjà en 1850 en France, en disant que le docteur Verdet de Lille disait que la variole était une crise sublime et que c'était une maladie qu'il fallait absolument préserver et qui, en fait, nous guérissait des autres, etc. Donc, on retrouve un peu la même phraséologie à la sortie de l'école Steiner de Colmar en 2015, où une maman dit que la rougeole fait grandir les enfants et en plus permet d'engager un certain karma qui protège les enfants définitivement. La maladie infantile est souvent vue aussi comme un rite de passage. J'ai entendu par exemple sur France Inter à l'émission Interception un papa qui dit: la coqueluche familiale a soudé notre famille, qui a affronté comme ça, uni la maladie, mais qui oublie de dire qu'elle a contaminé la voisine enceinte, ce qui a été très polémique à l'époque. Dans cet ordre d'idées de la maladie bénéfique, on a aussi des gens qui pensent que la maladie, c'est une régulatrice des populations. Donc là, on frise en fait un peu à l'eugénisme, mais sans aller jusqu'à l'eugénisme. On a quand même l'idée du darwinisme social qu'on a malheureusement vu à l'œuvre avec le Covid. Un certain nombre de pays ayant pris comme décision de laisser faire la nature et donc finalement sacrifier les plus fragiles. C'était ce que l'a fait la Suède au début, mais elle a changé vite d'avis quand elle a vu les dégâts, mais aussi ce qu'a continué plus longtemps le Brésil, les États-Unis, le Royaume-Uni. Alors, soit en sacrifier les fragiles pour sauver l'économie et la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas eu de politique de confinement aussi sévère, et puis, ou alors ils ont eu des confinements, si je puis dire, confinés aux personnes fragiles, ou alors une sorte d'acceptation de voir mourir des personnes âgées. Dans cette veine-là, on entend souvent que les maladies sont bénignes. Par exemple, ça s'est beaucoup dit pour le Covid. Le Covid, finalement, rien ne sert de se vacciner, rien ne sert de s'isoler. Le Covid, ce n'est qu'une grippette. Donc, il y a des gens qui ont continué d'avoir et qui continuent de dire que ce n'était qu'une grippette, hein, alors que les chiffres sont absolument énormes, hein. On avait quand même là en 2020, sur quelques mois, on a mesuré les mortalités. Le Covid était bien supérieur au nombre de morts par le sida, par la malaria, par la grippe, par la typhoïde, le choléra réunis. Voilà, et presque autant que la tuberculose et les hépatites. Donc, c'est pas du tout anecdotique. Alors, de façon totalement extrême, on a eu aussi pendant le Covid des gourous nature qui ont été très présents sur Internet. Donc, je citerai le docteur Christian Thalschaller qui a écrit ce fameux bouquin Vaccin, génocide planétaire, qui est un médecin, chaman, urinothérapeute, qui en fait a dit que SARS-CoV-2 était évidemment un pseudovirus créé par l'homme, et Thierry Casasnovas, boulanger, naturopathe, crudivore, complotiste, bon, inculpé heureusement récemment suite à des plaintes de la Miviludes parce que il a tué finalement, enfin il a eu des gens qui sont morts suite à ces cures de crudivorisme qu'il organise chez lui et dont il vit. Donc en fait, ces gens sont aussi des gens qui font du business parce que Tal Chaleur fait payer très cher ses cures de chamanisme et Casasnovas organise lui aussi des cures et vend des extracteurs de jus puisqu'en fait, on se soigne de toutes les maladies selon lui avec du jus de plantes et du jus de fruits. Voilà. Donc, derrière ces arguments, il y a malheureusement, évidemment, beaucoup de business. Alors, l'argument nature, on pourrait dire que finalement, il repose sur une sorte d'idée de la pureté de la nature, et que tout ce qui vient violer, enfin non, tout ce qui vient contaminer cette pureté est mauvais,
Et ça a amené une anthropologue américaine à parler de légende de contamination, de pollution. Et donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut considérer comme des poisons vaccinaux qu'on va retrouver à toutes les époques. Donc là, j'ai rappelé sur cette petite diapo que au moment où on a introduit, où Jenner a introduit la vaccine contre la variole à la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, un certain nombre de gens qui se sont opposés à lui ont représenté le danger que représentait cette vaccination parce que il allait nous transformer en vaches. Donc on voyait des petites cornes pousser, etc. L'empoisonnement, et vous allez voir sur la diapo suivante qu'on est exactement dans la même rhétorique en fait. Le poison, représenté ici par le poison vaccinal, qui vient faire mourir ce petit enfant au lieu de le protéger, selon donc l'argumentaire des antivax de l'époque, est tout à fait parallèle à cet argument de l'empoisonnement qu'on a revu dans les rues australiennes, de Sydney, je crois, en 2021, pardon. Donc, les poisons, ce qui est étonnant, c'est que c'est souvent une question de lieu. En France, on a une grande polémique autour des adjuvants, l'aluminium étant le poison français, avec en particulier la définition d'une maladie très très floue, la myofascite à macrophages, qui semble presque uniquement française, qui a été pas mal médiatisée et rapportée dans le livre qui s'appelle Toxic Story de Romain Guérardi. Malheureusement, ces expériences sont très peu convaincantes, chez les souris en tout cas. Ce qu'il a essayé de faire chez les souris, c'est très très peu convaincant. Et ce qui est très étonnant aussi, c'est qu'alors que les enfants sont les plus vaccinés, on n'a jamais observé du tout de cas de maladie comme il les décrit chez les adultes. Voilà. Bon, par ailleurs, l'aluminium comme adjuvant est utilisé depuis 1926, donc des milliards et des milliards de doses. Et donc, pourquoi d'un seul coup une nouvelle maladie apparaîtrait en France avec l'aluminium? Ça, on n'a pas la réponse à ça. Je vais revenir sur l'adjuvant parce que je pense que c'est vraiment très important. Mais dans d'autres pays, on va avoir d'autres rumeurs et d'autres poisons. Par exemple, le vaccin ROR, donc rougeole, oreillon, rubéole, est accusé d'être à l'origine de l'autisme au Royaume-Uni puis aux États-Unis. Et le thiomersal, qui est un conservateur qui a été utilisé jusqu'en 2000 à peu près dans les vaccins comme conservateur, donc dérivé du mercure. Alors, dérivé du mercure, mais qui n'est pas du mercure, donc qui n'est pas toxique en soi, hein. Donc, il y avait une suspicion de toxicité, et donc, aux États-Unis, enfin pendant très très longtemps, et c'est encore le cas, et c'est souvent encore rapporté par Kennedy Jr., donc le fameux ministre, que ce mercure a empoisonné les enfants et continue de les empoisonner. Alors les adjuvants, un certain nombre de gens en France disent je veux bien des vaccins, mais pas d'adjuvants. Ben, en fait, je leur dis en tant qu'immunologiste que s'ils utilisent un vaccin sans adjuvant, ils ne seront pas vaccinés. Voilà. Les vaccins qui sont utilisés actuellement, alors à l'exception des vaccins ARN, je n'aurai peut-être pas le temps de le dire, mais si je peux, je le dirai. À l'exception des vaccins ARN, les vaccins contemporains doivent utiliser des adjuvants parce qu'ils sont très très purifiés, ils contiennent que des protéines, ce sont pas des virus, sauf le ROR qui est un vaccin vivant, mais le vaccin par exemple tétanique, le vaccin papillomavirus, le vaccin contre l'hépatite B, ces vaccins ne contiennent pas de ce qu'on appelle des signaux d'alerte pour le système immunitaire. Et donc le système immunitaire a besoin d'être alerté en plus, et c'est pour ça qu'il faut ajouter dans la seringue un adjuvant. Et cet adjuvant, eh bien, va stimuler, alerter, exciter, si vous voulez, les cellules de l'immunité qu'on appelle innées, celles qui sont les premières sur le lieu de l'affection ou de la vaccination. Et ces cellules-là vont permettre d'activer le reste de la réponse immunitaire. Donc sans celle-ci, sans ce démarrage, sans cette aide au démarrage, en fait, on n'aura pas d'anticorps, ou alors on n'en aura qu'un petit peu, et surtout on n'aura pas de mémoire à long terme. Donc, pour avoir une mémoire immunitaire à long terme, qui est le fondement d'une bonne vaccination, il faut ajouter des adjuvants. Et l'adjuvant pour lequel on a le plus de recul et qui est finalement le mieux connu, c'est l'aluminium, utilisé et découvert par Ramon à l'Institut Pasteur en 1926. Par ailleurs, des dizaines d'études ont été faites depuis ces suspicions pour essayer de montrer ou pas un lien statistique entre l'adjuvant et les maladies auto-immunes, par exemple la sclérose en plaques, et aucune étude statistique n'a montré de lien. Voilà. Alors après, on nous dit, oui, l'adjuvant, c'est pas bien, mais alors l'aluminium, c'est pire que tout. Alors l'aluminium, un certain nombre d'études ont été faites aussi pour montrer vraiment ce qu'il en est. À 60 ans, on a ingéré beaucoup d'aluminium, on a eu quelques vaccins, mais en fait, on a ingéré 82 000 fois plus d'aluminium par l'allumation
par l'alimentation que par la vaccination. Et si on part du fait que 1% d'aluminium alimentaire est absorbé par l'organisme, le taux d'absorption dans le sang d'aluminium est 820 fois plus important pour l'alimentation que par la vaccination. Donc, voilà, je pense que les choses sont dites. C'est vrai que la voie n'est pas tout à fait la même, mais les études épidémiologiques montrent aucun lien. Donc ça, c'était le poison français. Dans d'autres pays et à d'autres moments, on a incriminé d'autres contaminants. En particulier, il y a une polémique, je ne vais pas m'attarder, mais le vaccin polio contenait en effet un virus qui s'appelle le virus SV40, qui est un virus qui peut être lié à certaines tumeurs. Donc, il était normal peut-être d'avoir peur, mais en fait, on l'a retrouvé présent chez l'homme bien avant la vaccination polio, et on l'a continué de le retrouver après avoir éliminé complètement le virus SV40 du vaccin polio. Donc, ce virus SV40, il faut pas en avoir peur. Et on n'en a plus de toute façon dans les vaccins. Et puis, il y a eu une grosse rumeur aussi qui a donné lieu à ce bouquin qui s'appelle The River, d'un journaliste américain qui a cru de bonne foi au début, hein, il avait trouvé l'origine du sida dans la vaccination polio en Afrique dans les années 50. Parce qu'en fait, pour faire le vaccin polio, on avait besoin de faire pousser, oui, comme on dit, de cultiver le virus sur des cellules de singes. Et en fait, ces cellules de singes, selon lui, étaient celles qui, justement, après, enfin, ces singes étaient ceux qui ont transmis le virus VIH à l'homme. Mais en fait, des études sérieuses ont montré qu'il s'agissait à la fois pas des mêmes singes et pas des mêmes virus. Et donc, ce qui était au départ peut-être une étude de bonne foi de ce journaliste s'est transformé en brûlot pour des militants un petit peu soit anti-vaccins, soit qui remettaient en question l'origine du VIH. Alors, il y a maintenant des nouvelles peurs. Et je fais un lien, je parle de chimérisation et je fais un lien avec l'idée qu'on allait se transformer en vache quand on a reçu le virus de la vaccine. Maintenant, l'idée, c'est que, enfin, la peur que les gens ont eue quand on leur a parlé de vaccins ADN, ARN, etc., c'est que finalement, ils soient transformés, l'ADN étant notre identité. Si on joue avec ça, entre guillemets, c'est comme les OGM, ça fait peur, parce qu'on a l'impression de jouer avec l'identité des gens. L'identité des plantes, c'est une autre affaire, mais aussi ici, utiliser l'ADN chez nous, c'est un peu comme un tabou. Donc, il y a eu aussi des confusions dès qu'on a commencé d'utiliser l'ADN pour fabriquer des vaccins recombinants. Donc là, aucun ADN pourtant in vivo, hein, mais les gens ont dit c'est un produit OGM. Et alors dans les années 2000, il y a eu quand même, comme vous le savez, beaucoup de polémiques autour des OGM. Et donc cette confusion technique a fait qu'on a un petit peu rejeté le vaccin hépatite B parce qu'il était justement fabriqué par génie génétique et que sur les réseaux et dans certaines associations, il y a eu une sorte de lien entre OGM et ADN recombinant. Et alors, c'est évidemment bien pire avec les vaccins, entre guillemets, cette peur de chimérisation a rebondi, s'est empirée au moment du vaccin génétique, c'est-à-dire les vaccins Covid, qui sont soit à partir d'ADN vectorisé pour le vaccin AstraZeneca, soit à partir d'ARN messager pour les autres. Et donc, à la fois cette nouveauté apparente, le fait qu'il y ait une très grande complexité quand même technique et scientifique pour comprendre le fondement de cette vaccination, avec ce tabou d'une éventuelle violation du patrimoine génétique, donc de notre identité, a fait que ça a concentré énormément de rumeurs et de peurs. Parce que c'était peut-être normal d'avoir peur, parce que finalement, c'est pas si simple de comprendre ce qui se passe dans nos cellules. Après, comme la confiance n'était pas là, ça a été aussi parfois dit comme une thérapie génique, ce qui est d'ailleurs assez étonnant quand on y pense, parce que la thérapie génique, c'est vu comme un bien. Quand on regarde le Téléthon et que des tas de gens donnent beaucoup d'argent pour le Téléthon, la thérapie génique, c'est le bien absolu. Alors que quand même, on n'est pas du tout encore dans une application très, très vaste, hein, mais la thérapie génique, c'est bien. Mais au moment où des vaccins ARN, la thérapie génique, c'était le mal. Donc, ça s'est transformé. Alors, de la même façon, l'ADN dans les produits cosmétiques, par exemple, c'est le bien. Et l'ADN dans un vaccin, c'est le mal. Donc c'est vrai que sur ce genre on passe vraiment de tout à l'autre. Et il y a une ambivalence qui est très très frappante avec tout ce qui touche à l'ADN. Donc juste une petite diapo, la plus simple que j'ai trouvée pour rappeler comment ça fonctionne. Et ces vaccins que j'appelle génétiques, donc le vaccin ADN à gauche, adénovirus en fait, c'est un vaccin dans lequel on va utiliser un adénovirus qui sert de vecteur, dans lequel on va mettre un morceau d'ADN qui correspond
à la séquence, c'est-à-dire la séquence qui va coder pour ce qu'on appelle la spicule, une partie du coronavirus qui s'appelle la spicule. Donc le vecteur va permettre de faire entrer dans la cellule cet ADN qui va être pris en charge par nos cellules. À partir de cet ADN, il va faire de l'ARN, puis des protéines. Et donc les protéines vont pouvoir s'exprimer en surface et ensuite induire la réponse immunitaire à partir de cette protéine étrangère apportée par l'ADN vecteur. Donc ça, c'est AstraZeneca. Et puis le vaccin ARN messager, c'est un ARN messager qui donc l'ARN messager, c'est l'intermédiaire entre l'ADN et la protéine. Donc là, on apporte directement l'intermédiaire. Donc d'une certaine façon, ça va aller plus vite dans la cellule. Et cet ARN messager, donc des chercheurs qui ont été récompensés du prix Nobel, ont réussi à le modifier suffisamment et à l'incorporer dans une vésicule lipidique pour qu'il puisse être délivré dans le cytoplasme des cellules et de façon à ce qu'on soit totalement sûr qu'il ne pénètre pas dans le noyau, justement. Et donc, il n'y a aucune interférence entre l'ARN et notre patrimoine génétique. L'ARN messager va rester dans ce qu'on appelle le cytoplasme de la cellule pour être traduit en protéines. Et après, bah, c'est comme pour l'autre, ces protéines sont les protéines qui vont être, qui forment ce qu'on appelle les antigènes, qui vont induire aussi la réponse immunitaire et donc former des anticorps par la suite. Donc vaccin génétique, parce qu'en fait, au lieu de donner un virus entier ou un bout de virus ou une protéine purifiée de ce virus, on donne juste la séquence pour que vos cellules se débrouillent elles-mêmes. Donc on pourrait appeler ça des vaccins do it yourself. Débrouillez-vous, on vous donne la séquence et c'est vos cellules qui fabriquent finalement le vaccin. Donc c'est vrai que c'est quand même une révolution technologique. Bon, sur cette diapo, j'ai noté aussi que finalement, ce qui a permis de montrer l'efficacité remarquable des vaccins ARN, c'est, vous voyez, le décalage entre la courbe rouge et la courbe bleue. Eh bien, c'est les cas observés, donc l'incidence, qu'on appelle l'incidence cumulée de cas de Covid. Chez les gens qui n'étaient pas vaccinés en bleu, eh bien, vous voyez que cette incidence grimpait. Et chez les gens qui étaient vaccinés en rouge, eh bien, à partir du 12e jour, il commençait à rester, à stagner. Et donc, entre guillemets, pourquoi ça a été si vite aussi, ce que les gens ont mal perçu parce que ça allait très vite? Eh bien, c'est parce que d'une part, la technique était au point avant, mais que beaucoup de capitaux ont été donnés pour essayer que ça aille vite, parce que l'urgence était mondiale et c'était une urgence de santé publique absolument majeure. Mais d'autre part, on a eu aussi la chance d'avoir une épidémie tellement importante à ce moment-là qu'il a été très facile de voir chez les groupes qui avaient été... Enfin, on avait des groupes vaccinés et des groupes non vaccinés en assez grand nombre pour voir assez vite la différence. Alors que si on a une maladie qui est rare, pour voir apparaître une différence entre le groupe vacciné et le groupe non vacciné, il va falloir très longtemps. Et là, on a vu très vite l'efficacité prouvée de cette vaccination. Voilà. Donc, juste pour refaire un tout petit peu de fact-checking, l'utilisation de l'ARN messager, elle n'est pas si nouvelle, puisque l'ARN messager s'est découvert en 61. Les premiers essais thérapeutiques ont eu lieu dans les années 2000. Ils étaient prometteurs, c'était contre des cancers. Mais le problème de ces vaccins, c'est qu'en général, ils ont été testés chez des gens qui étaient déjà assez avancés dans leur cancer, donc les résultats n'étaient pas toujours au rendez-vous. Et la pandémie, ben, comme je viens de le dire, c'était l'occasion de tester à grande échelle, avec un soutien financier absolument énorme, inédit, avec l'idée que c'était une stratégie beaucoup plus chimique que biologique, donc beaucoup plus rapide et beaucoup moins aléatoire à mettre en place, beaucoup plus adaptable également, avec beaucoup de cas, donc une efficacité prouvée beaucoup plus vite. La certitude absolue que l'ARN du vaccin ne peut pas s'intégrer, mais aussi, ce qu'on voit bien maintenant, c'est que la vaccination empêche les formes graves et la mort. Ça c'est réel, mais empêche peu la contamination. Ce qui d'ailleurs actuellement est pas mal regretté et enfin, permet de critiquer la vaccination. Donc quelques courbes qui montrent quand même l'efficacité de cette vaccination. On voit en rouge que les non-vaccinés progressent beaucoup plus vers des maladies symptomatiques que les autres. Et on voit aussi qu'en rouge, les non-vaccinés entrent beaucoup plus en soins critiques que les autres. Et alors que les vaccinés une seule dose en bleu vont quand même un petit peu en réa, les vaccinés deux doses n'y vont presque jamais. Donc on peut faire des comparaisons comme ça très très nettes entre les vaccinés complètement, les vaccinés une seule dose et les non vaccinés de façon nette. Et puis bon, ça c'est une étude très très récente qui montre au niveau mondial les morts évitées, une étude assez compliquée, qui en fait est basée sur la démographie et les excès de mortalité dans différents pays qui ont bien, enfin, pour lesquels on a accès aux chiffres. Et donc il y a
malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ne communiquent pas. Et donc, le Lancet, enfin l'article du Lancet dit que la vaccination contre le Covid a permis d'éviter 19,8 millions de morts, avec une différence entre les pays riches et les pays pauvres qui est malheureusement très importante. Mais en fait, ça peut être entre 12 et 30 millions peut-être de morts. Un écart type, enfin une incertitude qui est grande à cause du fait qu'on a malheureusement beaucoup de pays pour lesquels on n'a pas de données. Alors, les nouvelles peurs du 21e siècle, ce sont les ondes. Et alors, il y a cette espèce de petit encart là, que j'ai trouvé sur Internet qui est quand même assez incroyable, qui montre qu'en fait, en 2003, il y a des gens qui ont pensé que finalement, c'est sans doute pas un hasard, puisque les débuts de la 3G ont donné la pandémie du SRAS, qu'en 2009, les débuts de la 4G sont associés à la pandémie de grippe H1N1, et que justement, en 2020, la 5G a donné la est associée à la pandémie de Covid. Donc en fait, ce que ça montre, c'est qu'en fait, ces rumeurs reflètent une grande inquiétude face à des changements technologiques importants que les gens comprennent mal, peu, et que finalement, c'est assez humain peut-être de mettre en parallèle des phénomènes qu'on comprend mal. Et là, les ondes, c'est vraiment les nouvelles peurs du 21e siècle. Alors, il y avait aussi d'autres nouveaux poisons dans les vaccins Covid. Bah, il y avait des morceaux de fragments VIH. Bon, ça, c'était complètement, vraiment une fake news, malheureusement relayée par Luc Montagnier, un article qui est paru dans une revue sans comité de lecture, qui en fait malheureusement pose un vrai problème en science actuellement. C'est qu'il y a beaucoup de revues qu'on appelle un peu prédatrices, qui sont sans comité de lecture et sur lesquelles on peut mettre à peu près n'importe quoi. Et quand elles sont relayées sur les ondes, eh bien, on en arrive à dire que, comme Luc Montagnier l'avait dit, il y a 4 fragments du VIH dans le vaccin contre le Covid. Donc évidemment, ce vaccin a été, pardon, pas dans le vaccin, dans le virus, excusez-moi, je me suis trompée. Il y a des fragments de VIH dans le virus, donc ce qui veut bien dire que ce virus a été fabriqué par l'homme. Et puis les puces 5G. Donc là, un article de conversation dit qu'il est techniquement possible d'injecter une puce 5G dans un vaccin. Mais en revanche, ce qui est totalement impossible, c'est d'en extraire des informations. Et puis, il y avait cette infographie en ligne qui montrait soi-disant une corrélation entre le nombre de cas de Covid et puis les antennes 5G. Et en fait, une simple recherche sur Google Images nous montre que en fait, ce qui est présenté comme antenne 5G, c'est juste le déploiement de la fibre optique en France. Donc, un faux grossier, voilà. Donc, vous le savez tous, hein, on a été magnétisé, pisté grâce à cette vaccination. Donc, c'était des rumeurs qui étaient vraiment à tendance pseudo-scientifique, nous faisant croire qu'on avait affaire à des substances métalliques, qu'il y avait une technique de magnétofection pour transférer de l'ADN dans les cellules, qu'il y avait bien sûr du graphène, etc. Et derrière toutes ces rumeurs, il y avait bien sûr Bill Gates, vraiment l'ennemi public numéro un à ce moment-là, puisqu'il est à la fois un grand, en tant que financeur du Gavi qui vaccine des milliers d'enfants, en particulier en Afrique et dans le monde, milliardaire à la tête de Microsoft, très impliqué bien sûr dans toutes les nouvelles technologies reposant sur la 4G ou la 5G, élite mondiale, milliardaire, tous ces ingrédients pour un scénario complotiste idéal pour notre ami Bill Gates, entre guillemets. Donc en fait, on a vu que dans ces poisons, pour nous faire penser, pour nous faire croire à des poissons, on met souvent en avant des arguments scientifiques ou pseudo-scientifiques. Donc c'est justement là le problème, c'est quelle science et quel rapport à la science. Donc en fait, on va avoir affaire à soit ce qu'on appelle de l'alterscience, soit ce qu'on peut appeler aussi de la malscience, selon ces deux ouvrages-là très intéressants que je vous conseille, dont je vous conseille la lecture. Donc je vais passer sur les croyances et les conceptions erronées qu'on pourrait peut-être appeler de la préscience. Je ne jette pas la pierre aux gens qui ne sont pas scientifiques. C'est peut-être normal de penser que 11 vaccins, c'est trop pour les bébés. C'est peut-être normal de penser que un bébé, il est immature et que finalement, immunologiquement parlant, ça ne sert à rien ou c'est dangereux de le vacciner. Juste là, il faut faire confiance aux scientifiques qui ont testé et qui savent depuis longtemps que justement parce que le système immunitaire des bébés est un peu plus fragile, c'est le moment où il faut les vacciner, avec des vaccins qui sont étudiés pour eux. Et que d'autre part, et ça c'est un argument qui est fort, dire que par rapport au choc antigénique que représente la naissance, c'est-à-dire le fait que le bébé est dans un environnement totalement stérile pendant 9 mois et qu'au moment de la naissance, il se prend un choc bactérien, virologique, mycologique, tout ce qu'on veut, absolument incroyable, et il résiste, hein. La plupart des bébés résistent. Et donc la vaccination, c'est quelques antigènes par rapport à des milliers, voire plus,
que le bébé rencontre quand il naît. Donc par rapport à ce choc de la naissance, une vaccination, c'est rien. C'est juste rien. Et c'est utile. C'est normal aussi d'avoir ces espèces de conceptions qui sont erronées, d'accord, mais qui sont peut-être naturelles, de penser que quand on a une sclérose en plaques 3 mois après avoir été vacciné, après tout, c'est peut-être normal de penser que c'est lié. Là aussi, c'est humain. Mais mettre en avant des effets secondaires fréquents ou rarissimes ou faux, c'est un peu plus embêtant. Juste, je voulais rappeler qu'il y a eu des effets pervers, enfin des effets négatifs et des effets secondaires graves rarement, mais c'est arrivé avec le vaccin Pandemrix, donc un vaccin contre la grippe en 2009, qui a occasionné quelques cas de narcolepsie, maladie auto-immune rare, mais qui a été liée de façon très claire là, par les scientifiques au vaccin. Et donc, ces effets secondaires n'ont pas du tout été relayés par les réseaux sociaux, les lanceurs d'alerte, entre guillemets, de toutes sortes, ou les autoproclamés lanceurs d'alerte, mais ils ont bien été vus par la pharmacovigilance, en particulier des pays scandinaves, qui est particulièrement efficace. Et donc, le vaccin a été retiré dès que ça a été remarqué. Donc, il n'y a pas de complot, il n'y a pas d'idée, il n'y a aucune volonté de nuire, etc. On fait ce qu'on peut. Et puis, l'allergie, elle existe, mais elle est rare et elle est maîtrisable si le médecin est toujours là pour vous administrer l'adrénaline nécessaire. Donc, concomitance n'est pas causalité, ça, c'est vraiment un des gros problèmes qu'on affronte avec la vaccination. Je vais juste vous montrer un exemple, c'est celui-là. C'est qu'on a associé à un moment donné le vaccin tétracoque à la mort subite du nourrisson. Et pourquoi ça? C'est parce qu'en effet, on avait une augmentation du nombre de cas de mort subite du nourrisson, en tout cas une augmentation de mort subite du nourrisson relatée entre les années 70 et les années 90, au moment où on a utilisé en effet ce vaccin tétracoque d'un certain type. Et donc, certains pays, dont le Japon, ont cessé d'utiliser ce vaccin parce qu'ils étaient persuadés que c'était le vaccin qui était impliqué dans la mort subite du nourrisson. Et en fait, en 1992, quelqu'un a dit, bah, en fait, ça pourrait bien être plutôt le couchage des bébés sur le ventre qui fait qu'ils meurent plus souvent. Et donc, le simple fait de les avoir fait coucher sur le dos a fait chuter la courbe rouge, comme vous le voyez ici, et sans aucun lien avec la vaccination. Et donc, on avait bien deux phénomènes qui étaient concomitants, mais qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Et quand on a trouvé finalement la vraie cause, eh bien, cette corrélation a été annihilée. Elle n'existe plus, elle n'existe pas. Mais malheureusement, elle continue de courir sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi les théories alternatives. Hein. Donc là, du point de vue de la science, je voulais insister sur la difficulté, mais vraiment l'art d'ordre cognitif, de bien faire la différence entre causalité et temporalité. Ça, c'est une difficulté scientifique cognitive. Mais il y a aussi les théories alternatives, qui ne sont pas des théories qui cherchent à faire du mal et qui ne sont pas des théories en elles-mêmes, je dirais, condamnables, mais des gens qui pensent, qui continuent de penser, par exemple, que le germe est rien, mais que le terrain est tout. Et donc, en fait, la vaccination ne sert à rien. Et donc, c'est tous ceux dont j'ai parlé déjà tout à l'heure qui adhèrent à des médecines énergétiques, holistes, basées sur une conception vitaliste de la médecine. Et aussi des théories qui adhèrent à des théories qu'on pensait totalement oubliées, en particulier celles développées par Béchamp contre Pasteur. Donc en fait, Béchamp pensait que les germes provenaient de microzymes qui étaient internes à notre organisme et que donc c'était les maladies qui produisaient les germes, alors plutôt que les germes produisent les maladies. Et donc cette théorie absolument qui a été montrée des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois fausse, continue de ressortir sur des réseaux sociaux au moment du Covid, avec le clan anti-Raoult est lié au clan anti-Pasteur, au clan Pasteur. Enfin bon, voilà, donc c'est un amalgame qui ramène sur le devant de la scène quelqu'un et une théorie, Béchamp et sa théorie qui a perdu contre Pasteur, il faut bien le dire. Donc ça, finalement, c'est rien, je dirais, par rapport aux mauvaises pratiques en sciences, qui sont le fait des scientifiques eux-mêmes, qui sont pas si rares que ça, dans le sens où bon, ils vont choisir des données, ils vont manipuler des résultats, et ils vont, comme j'ai dit tout à l'heure, utiliser de plus en plus que des plateformes ouvertes, des publications sans comité de lecture, donc c'est pas une bonne façon de faire de la science.
Et puis, la médiatisation de différents scientifiques complètement hors champ de compétences, comme Joyeux, qui était un cancérologue à la retraite, qui nous dit qu'il faut allaiter et que c'est le vaccin, que c'est l'allaitement le meilleur des vaccins. Et puis Wakefield, dont je vais parler juste après, ou Montagnier, à 87 ans, qui dit que finalement, le virus a été manipulé par l'homme et que la meilleure preuve, c'est qu'il est lié à VIH. Voilà. Donc, je voudrais quand même insister quelques minutes sur l'affaire Wakefield, parce que ça, c'est un exemple de malscience et vraiment de fraude scientifique catastrophique qui a toujours des conséquences. Et bien, en fait, c'est un médecin anglais qui avait publié dans Lancet, qui aurait jamais dû le publier, mais qui l'a publié quand même, une maladie décrite chez des enfants autistes, qui était une entérocolite, et il a fait le lien, en tout cas au moins suggéré le lien dans l'article avec l'autisme. Donc, et le vaccin, ces enfants auraient été vaccinés peu de temps avant par le vaccin rougeole et donc auraient développé cette entérocolite autistique suite à la vaccination. Donc, il a réussi à publier dans Lancet. Ensuite, il y a eu une médiatisation assez importante aux États-Unis, enfin d'abord en Angleterre puis aux USA, qui s'est manifestée très vite par une baisse de la couverture vaccinale et une augmentation des cas de rougeole. Et puis quand même, un certain nombre de scientifiques se sont dit que les résultats étaient un peu bizarres, ils n'ont pas pu réussir à les reproduire. Et un journaliste très tenace du British Medical Journal a fait sa propre enquête et finalement a découvert que Wakefield avait entièrement manipulé les données. Donc, en fait, il était payé par un ensemble de parents, enfin, il était payé par l'avocat de parents d'autistes, d'enfants autistes, et il était payé pour montrer ça, en fait, pour montrer le lien. Et il a montré le lien en inventant des données, c'est-à-dire qu'en fait, les enfants soit n'avaient pas été vaccinés, soit n'avaient pas d'autisme. En plus, il y a eu vraiment des manquements éthiques graves parce qu'on a fait subir à des enfants des, des- des examens cliniques assez invasifs qu'ils n'auraient jamais dû avoir. Les données hospitalières ont été trafiquées par Wakefield, etc. Et donc, bon, il a été finalement, l'article a été invalidé, comme on le voit sur la diapo suivante. C'est très très rare, mais l'article a été rétracté. La revue a été obligée d'inscrire en rouge qu'elle avait accepté un article frauduleux. Et ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, bah, ça a eu des conséquences, puisque la couverture vaccinale en bleu a chuté, quand le nombre de cas de rougeole a chuté, quand la couverture vaccinale, le nombre de cas de rougeole a réaugmenté, quand la couverture vaccinale a chuté. Donc cet épisode a toujours malheureusement des tenants. Il a été entièrement, enfin une de ces caisses de résonance, ça a été notre toujours ministre de la Santé américain, qui a relayé et qui a accueilli à bras ouverts Wakefield, quand il a été radié de l'ordre des médecins en Angleterre. Wakefield s'est réfugié aux États-Unis, où il continue de militer et où il est un des anti-vaccins les plus successful des États-Unis. Voilà. Et en Europe, il y a eu des tentatives de réutiliser ça, puisque Michel Rivasi, élu Europe Écologie Les Verts, a voulu montrer le fameux film qui s'appelle Vaxed, produit par Wakefield, là-dessus, et il a voulu le montrer. Heureusement, au dernier moment, les députés se sont rendus compte qu'ils se faisaient un peu manipuler, et ça s'est pas fait. Bon, on a vu récemment sur les médias, avec la crise du Covid, que la science a été très très malmenée hein, sur les plateaux télé. On a pensé que finalement les Français ont pensé faire de la science en direct. Entre Raoult et les autres, c'était très difficile d'arbitrer, puisqu'il y a eu une polarisation des bons, des méchants, des partisans, des adversaires de la politique, etc. Et donc un rapport brouillé des citoyens à la France, et où on se demande finalement où est la science. Et on en arrive à cette politique qui est l'argument définitif, hein, je dirais, actuellement, très très fort dans le cas du Covid. Moi, les autres et moi, l'État et moi, aspect politique. Donc, à la fois les infirmiers ici qui ont défilé pour dire qu'ils ont exprimé leur malaise et ils ont finalement eu cette revendication politique de leur malaise à travers le refus de vaccination qu'on leur imposait. Et puis, on a vu des panneaux ouvertement politiques, Macron-Véran, Castex, tue nos libertés. Voilà. Donc, je ne veux pas rappeler, parce que j'aurai pas le temps, que quand on parle de vaccination, on est obligé d'avoir une position de l'État. Ça concerne la population, ça concerne donc le bien public, dû au fait qu'on a une notion de couverture vaccinale et que plus on aura de gens couverts et plus on va finalement protéger les fragiles, parce qu'il y aura toujours des fragiles qui ne seront pas accessibles à la vaccination. Et pour protéger ces quelques fragiles, eh bien, on est obligé d'avoir une couverture autour, c'est-à-dire une sorte d'écran de protection de plus en plus large, d'autant plus que la maladie est très contagieuse.
Et donc, cette couverture vaccinale, elle se calcule en fonction du R0, R0 dont on avait entendu parler pendant l'épidémie de Covid, justement, qui est le nombre de personnes que chacun contamine quand il est malade. Donc, si on contamine beaucoup de personnes, on a un R0 très élevé, c'est le cas extrême de la rougeole. Si on en contamine peu, mettons 3, peut-être pour le Covid, eh bien, on va avoir un taux de couverture vaccinale qui va être un petit peu plus bas. Donc, pour la rougeole, c'est la maladie la plus contagieuse et il faut une couverture vaccinale de 95% pour être sûr d'éliminer complètement la circulation du virus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la vaccination aura été rendue obligatoire parce qu'on était tombé en dessous de ce seuil. Voilà. Et donc, la balance bénéfice-risque, elle doit bien sûr être prise en considération, mais les États doivent raisonner en termes de population. Et donc, même si on a un ou deux effets secondaires, il va falloir quand même se dire que c'est bien sûr toujours trop pour le cas de cet effet secondaire, mais au niveau de la population, c'est la population qu'il va falloir prendre en compte pour calculer des bénéfices par rapport au risque. Et donc le principe de précaution, puis je vais peut-être finir là-dessus, parce que finalement en France, c'est ce qui nous a plombé en grande partie. L'application du principe de précaution au moment de l'affaire de l'hépatite D, ce que j'appelle l'affaire de l'hépatite B, c'est-à-dire qu'on a largement communiqué, enfin Douste Blazy à l'époque était ministre, a eu une communication qu'on pourrait peut-être juger un peu trop alarmiste et donc a fait croire à tout le monde que tout le monde était en danger d'hépatite B et donc il fallait une vaccination absolument de tout le monde, adultes et enfants. Il a instauré, et on ne peut pas lui en vouloir, une vaccination scolaire contre l'hépatite B. Et dans ces moments-là, on a aussi mieux pu détecter les cas de sclérose en plaques parce qu'on a utilisé beaucoup plus les IRM. Et donc les scléroses en plaques ont été davantage diagnostiquées. Et donc, en effet, on a eu une augmentation plutôt du taux de sclérose en plaques dans ces moments-là, en même temps qu'on augmentait la vaccination hépatite B. Et donc, il y a eu un certain nombre de cas et de collectifs de gens qui ont dit c'est le vaccin hépatite B qui nous donne cette épidémie de sclérose en plaques. Donc, Bernard Kouchner, qui a ensuite succédé à Douste Blazy, au nom lui aussi du principe de précaution, mais cette fois contre le vaccin, Douste Blazy a appliqué le principe de précaution contre la maladie et Kouchner a voulu l'appliquer contre le vaccin, puisqu'il y avait un doute possible. Il a préféré suspendre la vaccination scolaire à ce moment-là. Et ce qui fait qu'évidemment, ça a été interprété que, voilà, puisque le ministre, secrétaire d'État, suspend la vaccination scolaire, c'est qu'il reconnaît qu'il y a un problème. Et donc, on a une méfiance durable qui s'est installée en France suite à ça. Sur ce terrain-là est arrivée l'affaire de la grippe A H1N1, où la maladie a été bien sûr annoncée et il était possible qu'elle soit grave puisque c'était un virus proche du virus de la grippe espagnole, qui a fait 40 millions de morts au moins. Eh bien, la gravité était possiblement importante. Et donc, la France, comme beaucoup d'autres pays, a commandé beaucoup, beaucoup de vaccins. Et en fait, 11% de la population s'est vaccinée. La grippe s'est finalement avérée pas si grave que ça. Et on a eu une distribution ratée, une ministre très, très, très critiquée, et puis des discours ambigus sur les adjuvants, en faisant croire aux gens enfin, en disant aux gens que finalement les personnes fragiles auraient des vaccins sans adjuvants, ce qui a alimenté l'idée que finalement les adjuvants étaient dangereux, puisque on avait la possibilité, on proposait à certains des vaccins sans adjuvants. Et donc ça a redonné un coup dans la confiance. Et ça peut expliquer sans doute que les Français, alors qu'ils n'ont jamais eu affaire à de crises sanitaires graves, ils ont eu affaire à des crises de communication, des crises politiques, des mauvaises gestions peut-être de certaines épidémies, et la méfiance s'est installée de façon durable. Et après, ben voilà, l'obligation, l'obligation qui s'est imposée justement à cause d'une couverture insuffisante sur la rougeole et sur l'hépatite B, et puis des arguments Big Pharma qui ont augmenté aussi au fur et à mesure du temps. Alors là, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que moi, je m'attendais à une levée de bouclier justement de ce type-là. Attention, Big Pharma, Big Business, au moment du Covid, et on l'a très peu vu. On l'a très peu vu, alors que quand même, la part totale du revenu de l'industrie pharmaceutique représentée par les vaccins a été en forte augmentation en 2021, puisqu'il y a quand même eu des milliards de doses vaccinées distribuées. Et donc, alors qu'on avait une part relativement faible avant, c'est beaucoup de milliards de dollars, mais c'est une part très faible si on regarde le rouge foncé par rapport au rouge. Dans l'industrie pharmaceutique, les vaccins représentent assez peu. Et en 2021, avec pourtant la distribution qu'on connaît, ça ne représente que 8%.
Donc bon, ces arguments-là n'ont pas été si mis en évidence finalement, sauf peut-être un débat qu'on pourrait avoir qui serait légitime sur les brevets, puisque il y a quand même un problème d'accès des pays pauvres au vaccin. Voilà, donc là, je vais passer, ceux qui sont intéressés pourront avoir mon diaporama, parce qu'on pourrait faire une séance entière sur la politique du Covid la politique récente du Covid avec le conseil scientifique, la visite du président à Didier Raoult, la démocratie sanitaire, les concertations citoyennes, et puis tous les problèmes géopolitiques, évidemment. Puisque qu'est-ce qu'on fait justement, comment on va trouver ou pas jamais l'origine du virus, etc., etc. Bon, les antivax sont-ils de gauche et de droite? C'est pareil, je pense que ce sera un autre sujet, puisque il y en a clairement, si on veut faire vite, à l'extrême gauche et à l'extrême droite. Et voilà, on termine par peut-être cette diapositive où on voit que les mouvements anti-vaccins récents ont comme caractéristique de virer au complot très, très de complots inédits, je dirais, dans l'histoire de la médecine, parce qu'ils sont agglomérants. Ils ont aggloméré les chemtrails, c'est-à-dire les traces dans le ciel que montrent les avions, qui seraient des marques de je ne sais quoi, la 5G, les masques, les vaccins, l'ordre mondial, enfin voilà, tout ça qui sont résumés ici et qu'on va retrouver. Donc on nous tue, on nous tue, on nous ment, on nous abuse, on nous vole, etc. Tout ça, tout ce qu'on a déjà vu et qui est de tout temps exact, mais qui est aggloméré et surtout médiatisé par Internet et en particulier, comment dire, où on retrouve notre Bill Gates dont on a parlé tout à l'heure dans une espèce de millefeuille argumentatif qui mêle les masques, la 5G, l'hydroxychloroquine franco-française de M. Raoult, le gouvernement mondial, etc., etc. Le premier complotisme anti-vax en ligne, on l'avait observé justement au moment de l'épidémie 2009 de la grippe, avec un diaporama totalement incroyable qui montre un lien entre l'OMS, la vaccination, la réduction de population, etc. Et je vais juste terminer par cette dernière diapo où on voit Monsieur Robert Kennedy Jr., donc le ministre de la Santé des États-Unis depuis février 2025, qui, partant de ses causes comme avocat dans des causes écologiques qu'il défendait comme avocat, en particulier avec le mercure, a finalement été attentif à une mère d'enfants autistes qui l'a convaincu que son fils était autiste à cause du mercure contenu dans les vaccins et qui finalement a écrit un article, n'importe quoi, enfin faussement scientifique, qui s'appelle Deadly Immunité, qui a été finalement retiré par son éditeur, et qui de plus en plus s'est enferré dans des théories conspirationnistes gravissimes, de défense de l'hydroxychloroquine, d'oppression nazie, et finalement il est lié aux deux films qui ont succédé à Vaxed 1, qui était le film de Wakefield. Il y a deux nouveaux films qui sont sortis et que M. Kennedy produit, qui s'appellent The People's Truth, donc toujours la vérité. Quand on parle de vérité actuellement, c'est pas forcément bon signe, c'est plutôt des contre-vérités. Et puis le troisième qui s'appelle Autorisé à tuer. Voilà. Et donc ce monsieur qui pense qu'on a une autorisation à tuer avec les vaccins est ministre de la Santé depuis février 2025 aux États-Unis. Voilà, pas très optimiste, mais on va finir comme ça. Un grand merci à vous, Françoise, pour ce très bel exposé, cette conférence passionnante. Donc, on va peut-être faire une petite pause de vraiment quelques minutes. Donc, vraiment, merci à tous pour l'intérêt que vous montrez pour ces webinaires et l'occasion, effectivement, pour nous de rappeler que ces webinaires existent grâce à vous, tous qui avez suivi ce soir. Et puis à votre soutien à la FIS, notamment par le biais de la revue trimestrielle Sciences et Pseudosciences, dont le dernier numéro est paru très récemment. Donc on ne peut que vous encourager effectivement
à acheter cette revue ou à vous abonner parce que ça contribue très largement à soutenir l'action de la FIS. Donc vous avez vu dans le chat que j'ai à plusieurs reprises mis un petit commentaire vous invitant à remplir un questionnaire. C'est un questionnaire qui nous permet en fait simplement de recueillir votre retour sur ce webinaire et puis aussi vos idées pour de futurs sujets à traiter. Donc, n'hésitez pas à faire des suggestions sur des sujets que vous aimeriez voir abordés dans de futurs webinaires. Notre prochain webinaire donc, se déroulera le mardi 13 mai à la même heure et il sera organisé en coordination avec l'Association française des biotechnologies végétales. Nous recevrons Christophe Robaglia qui nous parlera donc de l'édition des génomes à la lumière de l'histoire des plantes cultivées. Donc un sujet là encore qui s'annonce très intéressant. Ben, Michel, à toi la parole pour faire la transmission, la compilation, la synthèse, la transmission des questions qui ont été posées par les auditeurs. Merci Marie. D'abord, avant d'aborder les questions, je fais simplement observer que ceux qui sont obligés de se retirer partent tous en félicitant Françoise pour la qualité de l'exposé, hein. Disons qu'il y a une salve de remerciements à l'écran. Alors, finalement, Françoise, vous avez développé, vous avez finalement répondu par avance sûrement à beaucoup de questions, car il y a des interventions, mais il s'agit souvent plus parfois même de petits coups de colère, non pas contre votre exposé, mais contre les gens qui refusent la vaccination ou contre l'anti-vaccinisme. Donc, c'est parfois voilà, je pense, et on va pouvoir les prendre peut-être dans l'ordre où ils sont apparus finalement. C'est surtout quand vous avez parlé des poisons vaccinaux et des légendes, hein, c'est cette partie de votre exposé qui finalement a suscité le plus d'apparitions de questions et commentaires. Le premier commentaire qui est apparu, la première demande qui est apparue immédiatement au moment de l'introduction, c'était ah bah, en parlant de bouquins, lesquels pouvez-vous nous conseiller à lire sur le sujet? Moi, je serais tenté de répondre le vôtre d'abord, hein, celui que vous avez écrit. En fait, enfin, si on cherche des vaccins, des livres sur l'efficacité des vaccins, il y en a un qui a été écrit en particulier par Sansonetti aux éditions Édile Jacob. Voilà. Après, sur les anti-vaccins, sur les réticences, il y en a qui ont été. Alors oui, j'ai enlevé cette diapositive, j'aurais dû la laisser avec la bibliographie. Il y en a deux qui ont été écrits par Lise Barnéou, qui est une journaliste, qui sont plutôt abordables, enfin, très faciles à lire et intéressants sur les réticences vaccinales. Bon, on peut répondre que de toute manière, Oui. comme votre diaporama se trouvera accessible, ces personnes. Oui, je pourrais les ajouter à la fin. Oui, oui, je Oui, pourrais. Et puis, il y voilà. en a un qui vient de sortir sur Pasteur et les antivax. Donc, les mouvements anti-vaccins du temps de Pasteur, qui est assez, enfin, qui doit aller beaucoup plus en profondeur sur des choses que j'ai un peu traitées lors de la première conférence, mais avec un focus sur la période pastorienne. Quelqu'un dit aussi, alors là, au moment où vous abordez là maintenant, on entre effectivement dans la question des poisons, hein. Bonjour, je suis déjà convaincu avant la conférence et donc je l'aime beaucoup, dit cet auditeur. Mais vous ne me donnez pas d'arguments à utiliser pour des gens qui doutent. Par exemple, qu'y a-t-il comme statistiques sur les effets secondaires des vaccins? N'avons pas de statistiques, mais en fait, si sur chaque notice de vaccin, vous avez les effets secondaires, je dirais, normaux qui arrivent chez 10 à 20% des individus, c'est-à-dire la douleur au point d'injection, éventuellement la fièvre. Donc ça, c'est des effets secondaires normaux qui montrent que votre système immunitaire est en train de répondre. Voilà. Selon les vaccins, il est plus ou moins important et c'est vrai que là, on rejoint un peu la problématique de l'adjuvant, c'est-à-dire que ce qui va donner cet effet secondaire, cette douleur localisée, cette rougeur et cette fièvre, c'est en général la réponse immunitaire qu'on appelle innée, le début, l'inflammation, et elle est normale. Dans le vaccin ARN, on a l'impression qu'il n'y a pas d'adjuvant parce qu'en effet, il n'y a pas d'aluminium, mais en fait, c'est très paradoxal, mais c'est l'ARN messager lui-même qui est un adjuvant très, très puissant. Et on l'a vu, on a tous été vaccinés et on a vu que souvent, on avait quand même mal. On avait parfois de la fièvre, et d'ailleurs, les effets secondaires de ce type-là, très inflammatoires, étaient plus forts chez les jeunes que chez les personnes plus âgées, ce qui prouve que euh, plus on est jeune et plus on réagit fortement à la vaccination, plus on réagit bien, je dirais, à la vaccination, mais aussi on réagit par une douleur
Ça, c'est normal. Après, les effets secondaires rares, bah, ils sont notés comme très très rares ou rarissimes dans la notice. Donc, il n'y a pas vraiment de statistiques, il y a juste des effets secondaires fréquents et des effets secondaires rares. Et en fait, certains qui sont rarissimes ne vont apparaître dans les notices que quand on aura eu des années et des années de vaccination, parce qu'on va trouver un cas, exemple la narcolepsie, il a fallu quand même attendre, je crois, 2 ans ou 2 ans et demi pour observer suffisamment de cas de narcolepsie après le Pandemrix pour se dire que c'était lié. C'est pas si facile que ça. Bon, après, pour ce qui est des arguments à utiliser pour les gens qui doutent, bon, quand on a des gens qui ont un schéma de pensée complotiste, je pense réellement qu'il n'y a rien à faire. Quand on a affaire à des gens qui sont dans des médecines, qui sont plutôt embarqués dans des médecines alternatives, c'est très compliqué également. C'est très très compliqué également s'ils sont totalement opposés à la médecine allopathique, c'est très très compliqué. Après, il y a juste des gens qui ont des petites peurs. Enfin, moi, au moment de vaccin ARN, ADN, j'ai expliqué simplement comment ça marchait, sans dramatiser, et j'ai convaincu un certain nombre de gens. Mais c'était juste parce que ponctuellement, je trouve que c'était normal d'avoir peur au départ, en fait. Et quelque chose de nouveau, honnêtement. Et ça a été vite, honnêtement, ça a été vite. Donc tout ça était vrai, mais il fallait expliquer pourquoi ça va vite, expliquer pourquoi on a utilisé cette technique-là à ce moment-là. Je sais pas. Non, je pense Il que faut vous avez adapter son complètement répondu. discours et il faut aussi éviter d'avoir un discours trop surplombant, ce qui n'est pas toujours évident quand on est scientifique ou médecin. Il faut aussi se garder de dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire, parce qu'il y en a. Sûr. Il faut se garder de dire que c'est efficace à 100% parce que c'est pas vrai. Il faut avoir des propos, je pense, assez mesurés et bien identifier. C'est pour ça que peut-être ces conférences anti-vax peuvent être utiles. Bien identifier quel est le motif profond quel est l'argument majoritaire de cette personne. Où il va falloir appuyer. Après, pour les médecins, ils le savent très bien s'ils sont là. Il y a un certain nombre de techniques qui ont été mises au point avec des psychologues pour faire ce qu'on appelle des entretiens je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin des entretiens menés de façon particulière avec le patient pour réussir à le convaincre. Ça prend du temps. Mais ça peut donner, il y a eu vraiment beaucoup d'études là-dessus, et justement, il faut cerner la personnalité, cerner l'argument et arriver à convaincre, à retourner les arguments avec l'aide du patient. Enfin, moi, je ne suis pas psychologue, mais c'est très efficace apparemment. C'est très intéressant, excuse-moi Michel, parce que justement ça fait écho à la dernière question qui a été postée. Je ne sais pas si tu as eu le temps de la lire justement. Est-ce que vous pourriez développer, mais Tout à c'est fait. un peu ce que vous étiez en train de faire, hein, l'intérêt des sciences humaines pour lutter contre l'hésitation vaccinale, les hésitants n'étant pas toujours sensibles aux arguments scientifiques. Et Oui, et les en fait, scientifiques, pas toujours sensibles aux arguments sciences sociales. C'est Et vrai qu'il y a c'est des scientifiques qui pensent qu'une fois qu'on a dit un peu de science, on a réglé le problème. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire, c'est que non, en fait, il suffit pas d'être scientifique, il suffit pas de savoir des choses. La preuve, c'est que on a vu énormément dans la crise Covid de scientifiques sans doute bons dans leur discipline, il n'y a pas de raison d'en douter, qui sont parmi les pires anti-vaccins qui existent. Et donc, parce qu'ils ont mis en avant d'autres choses. Par exemple, Madame Orion-Caude, elle avait des arguments religieux, moraux, politiques tellement soudés au corps que elle a complètement oublié que l'ARN ne pouvait pas entrer dans le noyau. C'est complètement dingue, mais on en est arrivé à ça. Alors après, c'est vrai que l'intérêt des sciences humaines, bah, c'est parler un peu d'histoire, de montrer que ça s'est fait au fur et à mesure du temps, comment c'est passé de l'empirisme à une scientificité de plus en plus précise, que l'immunologie c'est quelque chose d'assez récent, voilà. Qu'est-ce qu'il faut encore dire sur l'intérêt des sciences humaines? Eh bien que justement cette question des vaccins, elle ne peut pas s'expliquer que pour des raisons, que les anti-vaccins ne sont pas tous juste des ignorants de science, mais qu'on met dans la vaccination, qui est un outil collectif, énormément de choses de notre rapport à l'autre, de notre rapport à la société, de notre rapport aux politiques, à la médecine, et que c'est un sujet qui regroupe tout ça. C'est pour ça qu'il est tellement compliqué et tellement passionnant aussi. Il y a une dizaine d'années, qui a fait une thèse d'anthropologie en tant que médecin et qui a étudié justement les anti-vaccins de la Croix-Rousse à Lyon. Il s'appelle Faya, je crois. Sa thèse, elle est trouvable sur Internet, elle est vraiment passionnante et il montre que comme médecin et en ayant fait de l'anthropologie, il voyait les choses complètement différemment. Et il a changé son discours et c'est vraiment passionnant. Il s'appelle Faya, Faya.
Pour Donc en ça, c'est revenir, un apport, parce que voilà, les vétérinaires peuvent avoir aussi des choses à dire peut-être, parce que finalement, on rejoint. les vétérinaires, puisque Mm, précisément je suis vétérinaire, ont pris conscience également du fait que la formation du vétérinaire ne pouvait pas être uniquement scientifique et médicale. Et il y a eu introduction, notamment dans les écoles vétérinaires françaises, de mm, sciences humaines dans la formation des vétérinaires. Je pense qu'on fait oui, écho à la dernière oui, question et à ce que disait Marie à l'instant. Je pense que c'est assez important. Si oui. vous voulez qu'on en revienne aux questions, il y a une question, alors là, très ponctuelle. Quand vous avez abordé la question des vaccins adjuvés avec de l'aluminium, la question c'était l'adjuvant est de l'aluminium métallique, un sel d'aluminium, un organométallique. Voilà, c'était la question. Alors, c'est un sel d'aluminium. Un sel d'aluminium. Qu'en est-il dans les pays totalitaires tels que la Chine? Ben, on ne sait pas, par définition. Par définition, on ne sait pas. Alors là aussi, la carence des formations en vaccinologie des paramédicaux est prégnante et Mm, préoccupante en mm. France. Comment s'en sortent les autres pays européens? Alors, un peu mieux, mais pas tant que ça quand même. La vaccination des infirmières, par exemple, en Allemagne et en Suisse, je sais que c'est également un problème, un tout petit peu moins aigu qu'en France. Alors, à un moment donné, pour la grippe, il y a eu une obligation. Et je ne sais pas pourquoi un des ministres, là, je ne sais pas quel lobby, enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la vaccination du personnel de santé, a été levée, enfin, l'obligation pour ça. Et je sais qu'ils ont un peu de mal avec l'obligation vaccinale hépatite B. On m'a dit récemment que, par exemple, à Dijon, quelques élèves de promotion de sage-femme ont été à remercier parce qu'elles avaient refusé la vaccination hépatite B. Ok. Donc pourtant, on n'est pas l'hépatite B maintenant, on n'est plus dans un moment où c'est central. Enfin, le débat Oui, sur la oui, sclérose en plaques, on a l'impression qu'il est derrière nous. oui. Tout a prouvé qu'il n'y avait pas de risque particulier. Mais bon, elles vivent très très mal qu'on leur impose ça. C'est vrai qu'on a en France, on a à côté, d'un côté, on attend beaucoup de l'État, et d'un autre côté, quand l'État nous demande un peu beaucoup, ben, c'est insupportable. Et c'est pas facile, quoi. C'est le cas est particulier. Mais bon, je pense que moi, je partage ce que dit cette personne. Franchement, c'est lamentable et ça me rappelle que j'ai entendu une fois dire Alain Fischer, vous connaissez sans doute, qui est donc Monsieur Vaccin pendant le Covid, Bien sûr. qui est quand même chef de service d'un service qui soigne des enfants immunodéprimés, des enfants malades, qui a été le président de la consultation citoyenne en ligne au moment où on a fait une consultation citoyenne, pas en ligne, pardon, une consultation citoyenne pour justement rétablir, enfin, augmenter l'obligation vaccinale. Et il en était le président. Et globalement, quand même, les gens, faut être très honnête, la concertation citoyenne, elle n'a pas donné une franche majorité pour l'obligation. C'était assez partagé. Je crois même qu'il y avait plutôt une minorité. Et c'est lui qui a tranché. Et il a tranché en particulier parce que lui, en tant que chef de service d'un service avec des enfants immunodéprimés, il n'arrivait pas à obtenir la vaccination de ses infirmières. Oui, Alors que le public est plus que fragile, enfant et immunodéprimé. oui, Donc oui, enfin, évidemment, c'est lamentable. oui. Et c'est très étonnant. Il n'y a pas beaucoup de, je suis d'accord, enfin, il n'y a pas beaucoup de cours de vaccinologie, même dans les études médicales. Il n'y a pas beaucoup de cours d'immunologie. Il y a très peu de sciences humaines. Moi, je fais un cours, mais c'est totalement optionnel à la fac de médecine à Dijon sur l'histoire des vaccins et des anti-vaccins. Mais bon, c'est une toute petite minorité de gens qui viennent. Chaque année, ils me disent qu'ils vont m'inviter, qu'on va en faire plus, puis en fait, rien ne se fait. Non, non, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie volonté, hein. Il n'y a pas une vraie volonté. En revanche, il y a de plus en plus de médecine alternative dans les services médicaux français, y compris dans les services hospitaliers. Bon, alors, Françoise, là, j'ai maintenant 7 ou 8 questions que je découvre Ah, parce qu'elles sont arrivées à partir du moment où on a commencé à discuter. Donc, j'ai pas pu bien les voir arriver. Alors, bon, voilà aussi, quel est le rôle des institutions publiques? Il y en a 7 ou 8, hein, il nous en reste 7 ou 8. Quel est le rôle des institutions publiques dans la désinformation vaccinale? Le rôle des institutions publiques dans la désinformation vaccinale. Ah, bon, l'inaction du CNRS sur Sabatier, Mukieli, etc. Le pseudo-documentaire de désinformation des vaccins et des hommes sur Arte, l'invitation d'Henri Joyeux et publicité par la mairie de Beausoleil il y a moins d'un mois, l'argent public servant à générer de la défiance vaccinale est-il quantifié? Voilà ce que dit Alex. c'est très précis. Alors, je pense, enfin, je ne crois pas qu'il y ait de. Le début de la question, Oui, c'était. oui, c'était quel est le rôle des institutions publiques dans la désinformation vaccinale? Bon, la question est évidemment posée d'une façon, comment Oui, dire, enfin, un peu. oui, là,
Enfin, il faudrait me donner un exemple, mais je ne suis Oui, pas oui, oui, bon, sûre que quand même ils fassent de la désinformation vaccinale. non. Ils se font peut-être pas suffisamment d'informations, mais ils font sans doute pas de désinformation. Enfin, les institutions publiques en elles-mêmes. Alors après, il y a des choses problématiques. Pourquoi Emmanuel Macron est-il allé voir Monsieur Macron, Monsieur Raoult, Monsieur Raoult, pardon, c'est quand même problématique, ça. Oui, après, il y a derrière justement les exemples donnés, je pense, ouais, c'est le fait que Arte passe un Oui, documentaire discutable alors que, bon, oui. il est quand même financé oui, c'est cela, public, c'est quoi. cela, c'est ça. Je l'ai vu et j'étais très, 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 très furieuse, oui. Oui, oui. Euh, Qu'une mairie invite Henri Joyeux, voilà, oui. Oui, c'est c'est ça. très Bon, discutable, effectivement. Oui, 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 c'est très discutable, de la même façon que le Parlement européen a failli inviter le film de Wakefield et Kennedy Jr. oui, 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 tout à fait. Voilà, donc ça, c'est des dysfonctionnements, mais je ne pense pas qu'on pourra les éviter complètement, hein. Alors, je lis une autre question. Le fait d'obliger tout le monde à se faire vacciner contre la Covid à travers le pass vaccinal, même les jeunes de 20 ans qui n'étaient pas à risque, n'a-t-il pas été une erreur en renforçant la défiance contre le caractère autoritaire de l'État? C'est des choix qui, en De la effet, science. alors on peut les critiquer après coup, Ah oui, parce que actuellement, toujours je vois facile. pourquoi, parce qu'en fait, actuellement, l'idée de vacciner les gens qui sont pas à risque, ça repose sur l'idée que, ils sont pas à risque, mais ils sont transmetteurs. Mais au début de la pandémie, on pensait, et c'était avéré, que le vaccin empêchait la contamination. Alors, il a toujours un petit rôle de diminuer la contamination, mais ce rôle est d'autant plus mince que le virus a évolué. Mais quand le virus était le virus princeps du départ, totalement correspondant au vaccin, le vaccin était à la fois efficace contre la maladie, mais aussi contre la transmission. Et donc, il était totalement légitime de tendre à l'obligation, en tout cas, à essayer d'augmenter la couverture vaccinale pour un vaccin qui diminue la transmission, puisqu'on protégeait ainsi les gens fragiles autour des jeunes non fragiles. Mais c'est vrai qu'actuellement, on voit que le vaccin actuel est de moins en moins efficace pour contrer la contamination. Et donc, on a de moins en moins de bonnes raisons de vacciner les gens qui ne sont pas à risque. Bon, ça, c'est un premier élément de réponse. Un deuxième élément de réponse, c'est de dire que, en fait, même les gens de 20 ans sont à risque, parce que justement, il y en a pas mal qui ont fait des Covid longs. D'accord. Bon, bah, je pense que là, vous avez bien répondu. Ah, là, enfin, la réponse est complète, me semble-t-il. Bon. Alors là, je lis, la question est un peu compliquée, il y en a même trois finalement à la suite. Le business de la désinformation vaccinale via Mercola, entre parenthèses, confère CCDH, première source de désinformation sur les vaccins durant la pandémie. Rappelez-moi ce que c'est que CCDH, c'est la Je sais pas. CDH, commission, je ne sais pas quoi. Je sais pas ce que Je c'est. sais pas. Je sais Euh, pas. Je connais pas. je connais la CEDH, qui est la Cour européenne des droits de l'homme, mais la CCDH, je ne sais pas ce que c'est. Bon, vendant les compléments alimentaires, après YouTube et la rémunération des vidéos les plus vues, les réseaux. Oui, ça c'est sûr. Oui, voilà. Ouais. Oh bah oui, oui, ça c'est sûr que YouTube et puis Meta aussi, enfin bon voilà, ça c'est Mm. clair. Et les réseaux d'extrême droite, ça c'est Oui, sûr, tout à y fait. compris des élus de droite, pas forcément extrême droite, qui ont sur leur page, moi j'ai l'exemple d'un médecin dans ma région hein, qui est élu de droite, qui mettait sur sa page Twitter des contre-informations incroyables sur le vaccin ARN qui allait nous tuer, qui allait entrer dans notre noyau, enfin, évidemment modifier notre ADN. En tant que médecin, il n'aurait pas dû dire ça. En tant que sénateur, il n'aurait pas dû dire ça. Bon, on lui a tiré les oreilles, je crois, mais c'est tout, hein. Il est toujours Oui, sénateur, hein. Il oui, n'y a pas eu de... Bon, il y a eu aussi, je pense, enfin, du côté de l'ordre des médecins, une incurie, enfin, ils ont rien faiblesse. fait. Ils ont été très, très, très faibles. C'est le moins qu'on puisse dire, hein, parce que Raoult a été embêté très, très récemment. Il a Mm. fallu vraiment très, très, très longtemps. Il y a des médecins qui font des faux certificats de vaccination. Parfois, ils sont radiés, mais pendant 3 mois. Nous sommes plus sévères avec les vétérinaires qui font des faux certificats de vaccination, je peux vous le dire. Franchement, l'ordre des médecins, ça dépend peut-être du local, du régional, du national, mais ils n'ont pas été très, très réactifs quand même, hein. Oui, le vaccin pour le tétanos est valable à vie et dans les hôpitaux, on nous vaccine de nouveau pour éviter ce tétanos. Je comprends pas.
Et non, parce qu'il faut avoir fait des rappels. Et Oui, en bien sûr. fait, le problème des rappels, c'est que il y a quelques années, il fallait faire un rappel tous les 15 ans. Maintenant, c'est plutôt tous les 20, parce qu'en fait, c'est pas si facile. La grande difficulté de savoir quand on va faire les rappels, c'est que c'est variable d'un individu à l'autre. Ça, c'est intéressant comme question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, avant de nous faire un rappel, on devrait mesurer nos anticorps. Mais en fait, la mesure des anticorps ne suffit pas à prédire la résistance ou pas. Rien que la quantité d'anticorps, ça suffit pas. C'est que la face, si vous voulez, c'est ce qu'on voit de l'iceberg. Parce que dessous, il y a tout un tas de choses, en particulier la réponse cellulaire qu'on n'arrive pas à mesurer simplement. Et ça, pendant le Covid, ça a été longtemps utilisé. Je veux pas en refaire parce que j'ai des anticorps, il n'y a qu'à mesurer mes anticorps. Ben, en fait, on peut avoir beaucoup d'anticorps et avoir quand même un Covid, ou très peu d'anticorps et ne pas avoir de Covid. Donc, c'est très difficile de savoir à partir de quand il faut faire un rappel. Et donc, pour quelqu'un qui souvent n'a pas avec lui son carnet de santé, qui ne sait pas quand il a eu son dernier rappel, eh bien, moi, je trouve ça normal de lui refaire une vaccination, sachant qu'elle est sans risque. Et que le tétanos est mortel encore une fois sur trois. J'ai lu et j'ai parcouru les dernières questions. Je pense qu'elles recoupent avec ce qui a déjà été dit. J'en vois une qui, quand même, est importante. Enfin, c'est pas une question. Enfin, ne faut-il pas développer dans les formations médicales la notion de santé publique qui répond à des obligations différentes de la Mm. santé individuelle? Oui, alors c'est en effet très intéressant. Et en fait, j'ai lu dernièrement que enfin, que les médecins généralistes anglais étaient payés justement, alors non pas à l'acte, mais d'une certaine façon, c'est des médecins qu'on pourrait qualifier de fonctionnaires. Ils sont payés selon des critères, dont l'un est l'intervention, enfin le bien, enfin le rapport à la santé publique. Donc j'imagine le nombre de vaccinations, le nombre d'actes qu'on peut assimiler à un bien pour la santé publique. Et là, c'est vrai que c'est pas du tout notre façon de faire en France. Et on sait très bien que la prévention, mais ça se sait depuis des décennies, que la prévention en France, c'est le volet de la médecine qui est le moins bien rempli, le moins efficace. Donc santé publique, oui. Prévention, il y a énormément de progrès à faire, hein. Les médecins généralistes en particulier, pour beaucoup, ne vont pas suivre la vaccination. Pour le papillomavirus, ils sont en première ligne et ils proposent pas la vaccination. Certains sont là peut-être et le font, hein, mais beaucoup ne proposent pas. Et les Très pays bien. en fait qui Simplement, ont réussi à avoir une bonne couverture vaccinale pour le papillomavirus, c'est parce qu'ils font de la vaccination scolaire. Donc Oui. ils ont une approche santé publique qui est totalement différente de la nôtre. vraiment, la dernière question, c'est une participante qui dit: très dommage d'avoir abandonné chez les patients le principe des Ouais. carnets de vaccination que pourtant les vétos continuent d'utiliser pour les animaux et c'est bien pratique. Alors ça m'amuse, vous voyez. Ah oui, j'aime bien citer cette idée que quand j'avais un chat, on m'envoyait chaque année un petit SMS pour me rappeler qu'il fallait faire le Absolument, rappel. Et en fait, Toujours. ça n'existe pas du tout chez l'humain. absolument pas, oui, moi non plus. J'hallucine. C'est sûr, et sans doute que si ça existait, on crierait à comment dire, au harcèlement enfin, je pense que ce serait mal vécu. Alors que L'intrusion, ouais, l'intrusion dans l'intrusion, la vie privée. l'intrusion dans la vie privée, Tout à fait. le suivi de secret médical, enfin, etc. Alors que chez les chats, enfin, bon, au début, ça m'a surprise, mais après, je me suis dit, bah, finalement, comme ça, j'oublie pas de vacciner mon chat chaque année. Mais ça rend bien service aux propriétaires des animaux, absolument. Et je Ça dois rend vous dire que service. le vétérinaire praticien que je suis, quand Mm. j'avais des chats, je recevais chez moi le rappel de vaccination qui me rappelait qu'effectivement c'était le moment de vacciner. Je l'aurais Attention. oublié sans cela, bien sûr. Merci à vous tous. Vous êtes encore ouais, plus de 80 à être encore connectés. Donc, un grand Quel merci méritoire. d'être restés jusqu'à la fin. Bonne soirée à tous et donc à très bientôt pour un prochain webinaire à FIS. Merci encore Françoise. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager autour de vous et à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les prochaines. Nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de la FIS, Sciences et Pseudosciences, en kiosque et sur notre boutique en ligne, ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet afis.org et sur notre application smartphone Afis Sciences. De plus, si vous souhaitez soutenir notre association, vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet. Encore merci, à bientôt!